Europe. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 et c'est lundi aujourd'hui. Et oui, encore dans des conditions un petit peu particulières pour la dernière avant le retour en studio en ce qui me concerne demain. Donc pour tenir un petit peu au courant de nos auditeurs, j'étais effectivement cas contact la semaine dernière et bien visiblement j'ai reçu mon test aujourd'hui et je suis donc négatif au Covid-19. Donc c'est une bonne nouvelle, on va pouvoir reprendre notre activité quotidienne dans le Grand Forum évidemment et en studio en ce lundi. Ravi de vous retrouver jusqu'à 18h avec plein de sujets à évoquer et notamment on va parler de la grosse brouille entre la France et la Turquie et le président turc Erdogan qui a effectivement remis en cause la santé mentale de notre président. Réaction évidemment un petit peu légère de l'Élysée qui évidemment condamne. Mais est-ce que vous pensez, c'est là la question du jour que l'on vous pose, est-ce que vous pensez que le gouvernement français va réagir fortement ? Eh bien, pour l'instant, vous êtes 49% à dire oui. Vous pouvez répondre à cette question évidemment sur le Grand Forum, sur Twitter, et le Grand Forum FM2. Pour m'accompagner aujourd'hui en ce lundi, d'abord en remerciant Monsieur DJ Nabil qui assure la liaison technique de cette émission. Aujourd'hui, pour m'accompagner, ils sont eux en plateau, c'est des courageux, évidemment. Monsieur Gamal Abina, parce que le lundi, c'est Gamal. Comment ça va, mon Gamal ? Bah, très bien, et toi ? Absolument, d'autant plus que tu es accompagné par quelqu'un qui est venu il y a assez longtemps maintenant. Nasser Lajili, comment ça va, mon Nasser ? Ça va, je te remercie, Christophe. Très bien. Je crois que tu n'avais pas vu encore les studios, là, Non, bah, je suis assez surpris, ouais. Franchement, la classe, il n'y a rien à dire. La classe. La classe. La classe à Dallas. Eh oui, chaque jour que tu améliores ton studio, c'est vraiment top, c'est bien. Okay. Bravo. Bon, en tout cas, vous allez avoir la chance, Nabil et Gamal, de goûter au thé de notre ami Nasser. Toujours. Ouais. Toujours, au top. Avec un peu d'ananas. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent et nous rejoignent, évidemment. Et je salue en particulier Amokran et Valérie qui sont sur la route, ils sont de retour d'Espagne. Et ils me disaient tout à l'heure, d'ailleurs, qu'en Espagne, ils sont très disciplinés, contrairement à la France. Cette nuit, lors de leur livraison sur l'autoroute, il n'y avait personne, pas un véhicule. Bon, en France, on cherchera pour respecter le couvre-feu encore. Alors, pour les sujets proposés par nos chroniqueurs aujourd'hui, Nasser, tu vas revenir sur le boycott des pays arabes à l'encontre de la France. Tout à fait, exactement. Très bien, on en parlera tout à l'heure et tu poseras la question. Et Gamal Abina, qui je crois va être un peu méchant aujourd'hui. Pourquoi, Gamal ? Parce qu'il va falloir qu'on dise les vérités. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Donc ça sera... Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire parfois, mais bon, on verra en tout cas quelles seront les tiennes tout à l'heure. Et vous pourrez évidemment nous appeler au 01 40 33 9000 pour l'heure. Et pour commencer, un petit quiz. Nous sommes aujourd'hui le 26 octobre. Ça s'est passé à 26 octobre. On va voir si vous êtes bons tous les deux. En 1965, la reine d'Angleterre remet l'ordre de l'Empire britannique à un groupe légendaire. Lequel ? Les Beatles. Les Beatles, effectivement. Qui a répondu les Beatles ? Bah, les anciens. Gamal. Gamal, oui, bon, c'est bien. Quel Québécois devient le champion du monde de F1 ? On est en 1997 au volant d'une Williams. C'est pas Villeneuve ? Pardon ? Villeneuve ? Jacques Villeneuve. C'est une bonne réponse, Nabil, bravo. Je connais le réalisateur. Bonne réponse. Qu'est-ce qui a été inauguré à Paris en mémoire de François Mitterrand en 2003 ? En 2003 c'est pas la bibliothèque, non La bibliothèque Mitterrand, ouais. Non. Vrai même pas. Non, c'est pas la bibliothèque. La bibliothèque, c'était bien avant. Alors, c'est peut-être l'Arche de la Défense ? C'est pas l'Arche. Alors, c'est le Louvre ? Le Louvre, ouais. C'est pas le Louvre. Mais non. À la mémoire de François Mitterrand. Mémoire de Mitterrand. Qu'est-ce qui porte son nom ? Ah oui, sur François Mitterrand, c'est la bibliothèque qui porte son nom. La bibliothèque, ouais. Non. Bibliothèque François Mitterrand. Non, on a l'habitude de s'y promener. Alors, l'avenue François Mitterrand. C'est pas ça ? Champs-Élysées. Mais non. On a l'habitude. J'invente. Non, mais c'est une avenue de France, je sais pas quoi. C'est pas une avenue. Un indice. C'est un endroit qui se trouve au bord de la Seine. Mitterrand, ils ont mis son nom. Ça. Quelle honte. Oui. Au bord de la monsieur. Seine. Comment ça, quelle honte ? Parce que c'est pas un président. Si, c'était un président de 1980 1995, monsieur Gamal Abina. Un président dictateur, c'était un peu ça. Arrêtez. Ouais. Commencez pas à nous faire des ennemis, on en a déjà assez. Qu'est-ce qui a été inauguré en 2003 à Paris en mémoire de François Mitterrand ? Je sais pas, place François Mitterrand, j'en ai aucune idée. Non, c'est pas une place. C'est pas l'espèce. Avenue, statue François Mitterrand, je sais pas. C'est pas une avenue. Une statue, je sais pas, une.
Des toilettes publiques, je sais pas, j'en ai qu'une idée. Oh, arrête. Non. Non, j'aime pas trop le personnage, donc c'est compliqué pour C'est moi. le quai François Mitterrand, quelle voyons. horreur. Il a eu un nom. Le quai, vous y promenez jamais au bord de la Seine, Gamal Amina? Si, j'ai même un chien qui va là-bas. Je crois qu'il va nous faire une sacrée Il va pas émission de main aujourd'hui. morte. Non, mais j'ai aucune sympathie pour le personnage, il a fait trop de mal. Quel ex-chef italien est condamné à une Berlusconi. peine de Berlusconi. 4 ans de prison? Berlusconi. Pardon? Berlusconi, Effectivement. Pour fraude fiscale, on est en 2012, les amis. Alors, Berlusconi, sa sentence aura été réduite de facto oui. à 1 an de prison, grâce d'ailleurs à une amnistie votée en 1986 par la gauche italienne pour réduire donc la population carcérale, nous disait-on à l'époque. Je cherche maintenant un général français qui a commandé la 10e division des parachutistes à Alger. Leclerc. Ah, 10e division de parachutistes. Non, c'est Salan. En 1957. Bijard. Et il est mort Bijard. en 2002. C'est pas Bijard. Alors, il y a Salan, il y a... Division parachutiste. Il est mort en 2002. Général. À 26 octobre. Attends. Il y a du monde là-bas. Bijard, il a commandé la 10e division des parachutistes à Alger. En 1957. Mort en 2002. Attends, ça va revenir. T'as un prénom? Jacques. C'est Jacques, bon. C'est pas Salan? Non. Focard, peut-être, non, j'ai n'importe quoi, mais... Aucune idée. Je me rappelle plus du tout. Jacques Massu. Ah, Massu, la honte. Oh là là. Ah oui, quand même. Le coup de Massu, là, trouvé, non, là, je suis fatigué, j'ai pas dormi. Le coup de Massu. Le coup, oh, joli. Et enfin, je cherche le 21e président français. Né en 1916, il est mort le 8 janvier 1996. Mitterrand. Mitterrand, effectivement, né en 1916. On en parlait. C'était donc son anniversaire aujourd'hui. François Mitterrand. Bon, ça aurait été assez laborieux quand même. On verra si vous êtes aussi meilleur, je l'espère, dans le quiz actualité tout à l'heure. En fin d'émission. Alors, mes amis, Gamal Abina, Nasser Lajili. On va commencer par Gamal, parce que je crois qu'il est en pleine forme, puisqu'il veut nous parler du racisme. Donc, Gamal, avant de poser ta question aux auditeurs, à laquelle ils vont répondre au 01 40 30 39 000, pourquoi tu souhaites nous parler du racisme, cher Gamal? Alors, ça va prendre un petit peu de temps, je ne vous le cache pas, parce que le sujet est très grave, que l'heure est grave, et qu'évidemment, j'ai eu l'occasion, comme tout le monde, de regarder la déferlante raciste qui a émergé, pas seulement sur les réseaux sociaux, comme c'était d'habitude le cas, mais dans tous les médias. Alors évidemment, personne ne prononce ce mot parce qu'il pose problème. Donc, on commence par le début. Je rends d'abord un vibrant hommage à Faiza Ben Mohamed, qui a été littéralement prise à partie, c'est gentil, mais plutôt lynchée, par un groupe de chroniqueurs très orientés, qui, lors de l'émission à laquelle elle a participé il y a 3 jours, chez M. Hanouna, s'est vu pointer du doigt comme quasiment une sorte de terroriste en herbe, ou une terroriste par association. Elle a su se défendre comme elle pouvait, sachant en plus, je le rappelle quand même, que c'est une femme. Il avait peut-être oublié les agresseurs, entre guillemets, les agresseurs verbaux, je précise. Donc je lui rends hommage parce que c'est pas évident de faire face à des gens qui vous attaquent coup à coup, non-stop, sans arrêt, en coupant la parole, en l'empêchant de s'exprimer, en l'empêchant de développer des idées, et surtout en la mettant en demeure de se justifier de ce qu'elle n'a pas fait. Donc pourquoi est-ce que je commence par cet hommage? Parce que j'ai constaté effectivement que quand vous allez dans un média, vous avez intérêt à être sacrément armé face à des contradicteurs qui usent et abusent de la mauvaise foi. Maintenant, je fais un rappel rapide de ce dont je veux parler parce que c'est une question qui est très, très grave. Ça fait 10 ans que j'en parle au milieu militant et 10 ans au cours desquels personne ne m'écoutait sérieusement. Alors je rappelle, l'acharnement raciste a préexisté, bien avant, évidemment, les massacres de ce professeur qui a été assassiné, je le rappelle aussi, par un homme qui n'est pas d'origine maghrébine, ni africaine, ni même moyen-orientale. C'est un caucasien. C'est un caucasien qui l'a tué, 18 ans, avait ce monsieur. Il a été massacré, un type qui lui avait rien fait parce que les réseaux sociaux ont partagé un nom. Voilà. Et à partir de là, on nous a construit et fabriqué toute une théorie selon laquelle il y aurait une sorte de contagion collective, d'une sorte de grand complot, et oui, le mot est lâché, concernant ce malheureux professeur qui a été assassiné par cet odieux personnage. Alors, on rappelle quand même qu'aujourd'hui, on nous pointe du doigt les musulmans, c'est le terme consacré, ça rappelle étrangement le terme qu'on utilisait aussi durant la guerre d'Algérie. Les Français
d'Algérie qui étaient musulmans aussi. Ils n'étaient pas algériens, ils n'étaient pas maghrébins, ils n'étaient pas arabes, ils étaient musulmans. C'est marrant cette façon de nommer les choses. Pourquoi ? Pour ne pas dire les noms. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que il se trouve qu'à l'époque de la décolonisation, la plupart des groupes, des mouvements indépendantistes n'étaient pas du tout étiquetés musulmans, mais plutôt nationalistes. Et ça a commencé évidemment avec le nationalisme de Gamal Abdel Nasser, qui à l'époque, pour évidemment en faire un monstre, était pointé du doigt comme étant le nouveau Hitler du Moyen-Orient. Je rappelle qu'il était laïque. Donc Nasser, qui était contre les frères musulmans, a été agressé par l'Occident. Ensuite, il y a le périple libanais, palestinien, égyptien. On poursuit. Il y a le périple soudanais, irakien, libyen, syrien, malien, tchadien. On a détruit des pays qui tous avaient la même posture politique, qui était une séparation entre les mosquées et l'État. Et aujourd'hui, on va reprocher à ces pays qui ont été saccagés par l'Occident d'avoir généré des groupes monstrueux au motif qu'ils seraient musulmans et qu'ils se réclameraient de l'islam. Et ça, c'est une façon détournée pour ramener les problématiques en France. Et malheureusement, et c'est là où je vais arriver sur le sujet qui fâche, malheureusement aujourd'hui, en France, les organisations arabo-musulmanes, c'est comme ça que je les appelle, sont tombées dans un piège grossier, à savoir qu'aujourd'hui, elles ont, pendant des années, pendant pratiquement 20 ans, lutté pour faire reconnaître un terme que je conteste qui s'appelle l'islamophobie. Et non, mesdames et messieurs, ça n'est pas de l'islamophobie auquel nous assistons, c'est bien du racisme et un racisme extrêmement violent. Et non, mesdames et messieurs, nous n'avons pas de rapport, de problème avec l'islam en France parce que ceux qui vous attaquent en tant que musulmans ne voient que l'arabe qui est derrière le musulman. Et il faut comprendre effectivement qu'aujourd'hui, on peut le constater. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs agressions ces derniers jours, dont on parle peu. 2 jeunes femmes d'origine algérienne ont été agressées à coups de couteau par 2 Françaises de souche, on va faire plaisir à l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient les sales arabes, terme utilisé par les agresseurs. Ça a été entendu et répété. Les mosquées taguées, systématiquement, il y a des croix gammées et il y a marqué « Retourne ton pays, sale arabe ». À chaque fois, c'est l'arabe qui revient. Le dernier débat auquel on a été confronté, c'est un débat sur la question de l'enseignement de l'arabe à l'école, avant l'attentat et le massacre de ce professeur. Là, encore une fois, il y avait une question d'éducation, je le rappelle. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce serait l'islam le problème. Eh bien, j'aimerais, une bonne fois pour toutes, que les gens qui prétendent cela, je ne parle pas des organisations arabo-musulmanes qui sont tombées dans le piège, mais la partie adverse, reconnaissent une bonne fois pour toutes, ou assument, je sais que légalement c'est interdit, mais assument qu'elles sont racistes et qu'elles ne veulent pas le voir de maghrébins en France. Parce que quand un Tchétchène ou quand un Pakistanais va tuer et assassiner des gens, ou les blessés, nous ne sommes pas comptables de ces crimes. Ils ne sont pas de chez nous, ils ne sont pas de notre culture, de notre tradition, ils ne sont même pas malikites pour réduire un petit peu la voilure, et pour autant on nous montre du doigt comme si on était leur copain de fac ou de banc d'école. Donc il faut être très clair, et c'est pourquoi j'ai dit que j'allais taper du poing sur la table. Non, l'islamophobie n'a jamais existé, on s'est fait piéger. La seule chose qui existe en France, c'est le racisme, et je le répète et le redis à nouveau. Tous les islamophobes, donc ceux qui ont peur de l'islam, ne sont pas racistes, mais tous les racistes sont devenus islamophobes. Qu'une bonne fois pour toutes cela soit dit, je suis contre ce terme parce qu'il faut appeler un chat un chat. Ralem Bencher s'est fait lyncher l'autre jour sur un plateau parce qu'un des éditorialistes a dit quoi ? Il a dit « Monsieur Bencher, les musulmans ne se sont pas montrés et n'ont pas manifesté leur solidarité vis-à-vis de ce crime odieux. » Bencher lui a dit, il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa pensée, mais vous voulez qu'ils fassent quoi les musulmans ? Qu'ils se marquent dessus ? Eh bien, il n'a pas compris, Monsieur Bencher, que le musulman que l'autre n'a pas vu, c'est l'arabe. Donc il faut être très clair, ce qu'ils ciblent aujourd'hui, c'est le maghrébin, c'est le bougnoul, c'est l'arabe, c'est le biko, c'est celui qu'ils ont toujours renvoyé à son origine ethnique et non pas son origine religieuse, bien qu'ils font un lien entre les deux. Donc effectivement, je dénie le droit maintenant aux gens d'utiliser le terme d'islamophobie et je veux qu'on revienne au vrai terme, le racisme anti-arabe, parce que depuis 90, on ne parle plus de sale arabe, on prétend parler des musulmans. Non, c'est bien des arabes dont on parle, et quand je vois les excités qui ont agressé Faiza sur un plateau, d'ailleurs si je les avais en face de moi, je les massacrerais en 3 minutes parce qu'ils sont très légers intellectuellement, quand je les vois s'attaquer à une femme arabe parce qu'elle est seule, ça en dit beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai poussé mon coup de colère, vous l'avez bien entendu, et la question que je pose aujourd'hui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il faille utiliser enfin maintenant le vrai terme désigné, à savoir le racisme anti-arabo-musulman. Merci. Vous nous appelez pour ce faire au 01 40 33 9000. Le vrai terme, selon Gamal, qu'il faut utiliser, le racisme anti-arabe. Le racisme anti-arabe musulman. Eh bien, vous nous appelez pour nous dire ce que vous en pensez. 01 40 33 9000. Nabil vous accueille au standard et vous accueillerez en l'antenne. Est-ce que Nasser Lajili est d'accord et partage l'avis de Gamal, ou est-ce qu'il émettrait en l'occurrence des petites nuances ? Oui et non. Après, effectivement, moi je pense que les deux se rejoignent. Quand on regarde et qu'on constate aujourd'hui les attaques qui sont faites, on le fait sur le prophète, Mahomet.
Donc on est plus dans le cadre religieux que dans le cadre de l'identité, on va dire, du pays. Donc voilà, je pense que là-dessus, il y a moi, je vois aucune différence. Moi, personnellement, je peux considérer ça comme de l'islamophobie, comme du racisme anti-musulman. Donc voilà, effectivement, moi, c'est compliqué. Là, la situation montre qu'aujourd'hui, on a comment dire, on a une islamophobie. Moi, personnellement, je la considère comme une islamophobie constante qu'on voit à la télévision, dans tous les plateaux télé qu'on invite tous ceux qui veulent cracher sur les musulmans ou sur l'islam. En jouant sur les mots entre islamisme et musulmans et les mosquées, parce que quand on constate aujourd'hui la situation dans nos quartiers populaires qui sont, on va dire, les premières victimes de tout ce qui se passe, parce que les 2 filles qui se sont fait agresser à Paris, c'est des personnes qui étaient en train de se balader, qui n'avaient rien à voir avec tout ce qu'on peut voir à la télévision sur le terrorisme, sur l'islamisme. On rappelle, elles se sont fait agresser, elles ont été poignardées. Hein. Absolument, des points de... Oui, effectivement. Et le terme utilisé par l'agresseur, c'est pas salle musulmane, c'est salle arabe. Oui, salle arabe, tout à fait. Ensuite, dans les mosquées, on marque bien salle arabe. Ensuite, ils nous ont pourri le débat avec l'histoire de l'arabe à l'école. Je vois pas en quoi l'arabe induit l'islam, mais ils l'ont fait. Ensuite, et je veux le rappeler, on va bientôt commémorer les massacres de la nuit de cristal, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, de 38. Évidemment que la caractéristique de l'arabe, vu du français raciste facho, je parle du fasciste facho, c'est de dire que l'arabe est musulman, ce qui est faux. Dans le monde arabe, il y a à peu près 10% 10% de chrétiens. Et on n'est pas tous croyants, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Ils associent l'un à l'autre pour dire on va attaquer leurs valeurs pour leur faire mal. On ne peut pas les insulter de sale arabe, ça tombe sous le coup de la loi. Par contre, sale musulman, ça ne mange pas de pain. Et je vais aller jusqu'au bout. Quand on massacre les Allemands, les nazis, massacrent en 38 des juifs, le 9 novembre 38, qu'est-ce qu'ils tapent en premier ? Ils tapent pas seulement les magasins juifs qui sont identifiables, ils tapent les synagogues. Alors que Hitler, le premier, disait qu'il n'avait pas de problème avec la judaïté en tant que pratique religieuse, puisqu'il est chrétien. Donc il a dit, moi j'ai pas de problème. En revanche, il a tapé les synagogues parce que j'ai un problème avec la race juive. En France, on ne dit pas la race arabe, ou maghrébine, puisqu'on est maghrébin dans l'absolu. On dit quoi ? On dit les musulmans. C'est tellement bon de pouvoir taper sur des arabo-musulmans, sur leurs valeurs, sur leurs traditions et sur ce qu'ils sont intrinsèquement, et dont on sait que ça va les blesser. Parce que quand on parle de caricature, je fais de la caricature, et que Charlie Hebdo nous vend ces horribles dessins vulgaires, qui ne sont pas des caricatures, mais des dessins vulgaires et insultants. Les insultes sont caractérisées. Une caricature, c'est forcer le trait de quelque chose. Une insulte, c'est vulgaire, c'est pas compliqué, et c'est ce qu'ils font, c'est du caca pipi. Je rappelle que Charlie Hebdo avait déjà été interdit du temps de Harakiri parce qu'ils avaient insulté le président de l'époque. Donc quand on vend ça comme étant des caricatures, ce que ça n'est pas, eh bien... Liberté d'expression, monsieur Abina, vous ne connaissez pas ? La liberté d'insulter, non, je ne la connais pas. La liberté d'expression, oui, je suis le premier à la revendiquer. Ici, je dis même que Zemmour doit s'exprimer. Nous avons le droit au blasphème. Je dis que Zemmour a le droit de s'exprimer. Je vais encore plus loin. Mon ennemi héréditaire, entre guillemets, a le droit de s'exprimer, bien que je ne suis pas d'accord avec lui et qu'il faille combattre ses idées par les idées. Mais Zemmour n'a jamais insulté personne jusqu'à présent. Il a des idées qui dérangent. Alors que Charlie Hebdo insulte des gens par des dessins qui sont sales, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas très propre. Et à partir de là, juste pour finir, excuse-moi, à partir de là, on doit bien comprendre que la méthode habile de nos ennemis, de le pousser à dire, alors qu'ils faisaient croire qu'ils n'en voulaient pas, que l'islamophobie était un fait, les arrange finalement, parce qu'on ne peut pas les attaquer en justice. Il n'y a aucune loi contre l'islamophobie. Alors bouge pas la serre, tu vas pouvoir continuer d'étayer ton argumentaire. On va juste accueillir Mohamed qui nous appelle qui nous appelle de Marseille. Bonjour Kamel. Oui, bonjour. Bonjour Kamel. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec monsieur Gamal Abina qui a poussé son coup de gueule pour un lundi, il est très en forme? Est-ce que pour vous, il faut bien parler de racisme anti-arabe musulman ou est-ce que le terme islamophobie vous convient? Ça va bien au-delà de l'islamophobie, je suis tout à fait d'accord avec lui. Merci. Je suis 1000% Alors expliquez-vous, cher Kamel. L'islamophobie, c'est devenu un concept dépassé. C'est devenu un concept dépassé puisque concrètement, être contre une religion, ça fait partie de la laïcité. On peut être pour ou on peut être contre. Et au-delà de ça, le fait que actuellement les musulmans soient attaqués de cette manière, c'est encore pire que de l'islamophobie, puisque c'est des liens faciles, c'est des corrélations qui sont très faciles. Arabe égale musulman, petite délinquance égale musulman. On ne dit pas petite délinquance, on la reproche pas aux Arabes, on la reproche aux musulmans. Dans le sens où ça permet en fait de décomplexer l'islamophobe non assumé. Alors certains vous disent, à l'image d'Elisabeth Lévy, par exemple aujourd'hui, que c'était sur vendredi matin,
Elle en a d'ailleurs rajouté une belle couche, je vous le dirai dans un instant. Elisabeth Lévy dit « Nous avons le droit d'être islamophobe. C'est un droit que nous avons. » Elle s'appelle Et comment? elle rajoute ce matin, écoutez bien ce qu'elle rajoute ce matin chez Pascal Pro. C'est là que se passent tous les horreurs en ce moment. Bien sûr. Elle dit suite à ce qui s'est passé à la mort, à la décapitation du prof Samuel Paty, j'aurais aimé que les femmes musulmanes soient courageuses en enlevant leur voile pendant une semaine en guise de solidarité. Eh ben, allez demander aux femmes juives d'enlever la froumka. Ça va pas être la même histoire, hein. Oui, mais ça, il faudra vous répondre que ce n'est pas au nom du judaïsme qu'on a tué Samuel Paty. Mais il n'y a pas besoin que ce soit au nom du judaïsme, c'est au nom de la liberté d'expression, on va dire. Ouais. Comment ça, au nom de l'expression? Ah, c'est un peu gros, hein, monsieur, c'est un peu gros. Non, mais attendez, soyez précis dans vos termes, parce que ça peut être très mal interprété ce que vous venez de dire. C'est au nom de la liberté d'expression qu'on a fait quoi, chez les racistes islamophobes. Et le défouloir, c'est devenu de nouveau l'islam. Donc, associé à la frustration du Covid, ça donne encore un champ d'action qui est beaucoup plus large. La preuve, c'est que le passage à l'acte, maintenant, il n'y a plus de barrière. Maintenant, on peut poignarder dans la rue. Ça, c'est un défouloir. D'ailleurs, il faut rappeler que 2 Jordaniens ont été agressés. On rappelle qu'ils sont aussi absolument. arabes, pas barbus. Hein, lorsqu'ils partaient arabes, c'était dans le nord, je crois, dans le nord de la France. Et c'est pas des barbus. Hein. Après, merci Kamel, merci beaucoup en tout cas de votre appel. Merci à vous. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre opinion, votre avis sur le fait d'arrêter d'utiliser l'islamophobie. Je suis assez d'accord avant de te donner la parole Nasser avec toi, mon cher Gamal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'islamophobie, il faut le dire, il faut être clair, et je pense qu'ici dans cette émission, on n'a rien à prouver à personne. Quand on a des choses à dire, on le dit. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui pour beaucoup d'ailleurs ne sont même pas nés ici en France et qui viennent nous vendre le concept de l'islamophobie et qui en ont fait même un business. D'accord ? Faut être très clair. Aujourd'hui, l'islamophobie en France, tel qu'il est défendu par les associations qui le défendent aujourd'hui, en ont fait un business. Ils touchent des subventions. D'accord ? Ces gens-là, des subventions venues pour la plupart de l'Europe, par George Soros, que vous connaissez tous. Bien sûr. Aujourd'hui, l'islamophobie est un terme qui a été récupéré par beaucoup de gens qui l'utilisent sciemment pour faire vendre justement ce concept à des fins et à un but politique, tout simplement. Enfin ça c'est mon avis, mon Nasser. Ouais, non, alors moi je suis assez partagé quand même, Christophe et Gamal, sur cette question, parce que quand on constate bien, aujourd'hui, la majorité des musulmans ne sont pas forcément arabes. J'attendais que tu dises ça. Mais oui, et les musulmans se retrouvent en Indonésie, ne sont pas forcément arabes. Au Pakistan, le Premier ministre a pris la parole hier en disant qu'il fallait boycotter parce qu'il se sentait sensible, je veux dire, se sentait visé par rapport aux caricatures du prophète. Donc effectivement, pour moi, c'est une question d'islamophobie. On peut le nommer comme on veut, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une question c'est un racisme contre l'islam qui est mis en place par les pays européens, par la France. Aujourd'hui, la France, elle ne fait plus de distinction entre le terrorisme et les musulmans. Donc, quand on constate aujourd'hui, on commence à fermer des mosquées parce que certains seraient susceptibles d'être des extrémistes. Des mosquées arabes. Oui, arabes ou peu importe. Mais dans tous les cas, c'est un Marocain, c'est une mosquée arabe. Oui, à Pantin, peut-être. C'est sûr. La majorité, de toute façon, des mosquées qui sont dans notre territoire sont plutôt. Non, il y a des mosquées turques qui sont pas mal. Il y a des mosquées turques, effectivement, aussi. Non, pour répondre à ce qu'il dit en 2 minutes, parce que je savais qu'il allait m'objecter, ce qui m'a souvent été objecté d'ailleurs au CCIF et dans d'autres organisations, de dire oui, alors CCIF, à peu près, il y avait 50% de convertis au début de l'aventure. Il me disait oui, non, mais tu peux pas dire ça. La preuve, les Français convertis qui sont avec nous subissent l'islamophobie. Mais je réponds non, ils ne subissent pas l'islamophobie. Ah, si. Non, je précise ma pensée. Le fasciste, le raciste, celui qui a la haine des Arabes, quand il voit ce Français rejoindre le rang des Arabes comme les communistes pendant la guerre d'Algérie, il ne voit pas un Français. Il voit un traître qui s'habille comme un Arabe, qui a pris la religion des Arabes, parce que c'est la religion... Et une femme qui porte le voile, une femme française, Gamal. Pareil, il voit une traîtresse qui prend une tradition arabe. On va pas la distinguer. Oui, absolument. Le problème d'une femme française qui porte un voile, c'est qu'on ne la distingue pas d'une femme algérienne qui porte un voile quand elle est du nord de l'Algérie, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont la peau blanche. Donc distinguer l'une de l'autre, c'est compliqué. Donc lui, le Français qui voit ça, il voit soit une Française convertie, donc une traître à sa nation, à sa race et à sa religion, ou soit simplement une Algérienne. Mais il faut être très clair sur un point. C'est pas parce qu'il y a des convertis qui subissent ce traitement d'inéquité que ça retire le fait que la personne en face raciste se défoule au motif d'islamophobie. Maintenant, sur les questions internationales, Nasser, pour répondre à ce que tu disais,
oui, effectivement, le monde musulman prend mal le discours de Macron, qui ose dire, et c'est gravissime, qu'un journal privé, rappelons que c'est quand même un journal privé, c'est pas une On en institution. parlera, Gamal, on en parlera tout à l'heure, parce que ça, c'est le sujet choisi par Nasser. Ouais, juste très tu court, veux bien, très on en court. parlera tout à Je ne vais l'heure. pas élargir, mais en tous les cas, ce qui se passe pour dire, c'est que la question internationale ne se télescope pas directement avec la question nationale, parce que le raciste français il se fiche complètement de l'Indonésie, ça ne l'intéresse Revenons pas. à l'islamophobie. C'est la rare de Le terme que tu réfutes, Gamal, France. Mhm. Rachid Damien nous appelle au 01 40 33 9000. Bonjour Rachid. Salut Christophe, salut à tout le monde, ça va? Salut Rachid. Alors, d'accord ou pas d'accord avec Abina sur le thème racisme arabe-musulman? Alors moi, je vais aller un peu plus loin dans l'histoire pour revenir au racisme anti-arabe. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque gouvernement a besoin d'un ennemi pour endormir le peuple. Ça, c'est vrai. Et à une certaine époque, on avait le communisme et l'ex-URSS. Et aujourd'hui, maintenant, ça ne se fait vraiment plus vendre, puisque le communisme et l'ex-URSS, bon ben voilà, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, pour pouvoir passer des lois liberticides, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, en France, enfin dans tous les pays occidentaux, il faut trouver un ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi mondial est devenu le musulman, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'islamophobie, est devenu carrément un racisme d'État. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Donc pour vous, alors attendez, que je comprenne bien, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à s'y perdre. Est-ce que le terme islamophobie, vous l'acceptez ou vous le réfutez, vous, Rachid? Ah ben, bien sûr que non, je ne l'accepte pas, puisque derrière l'islamophobie se cache un racisme beaucoup plus profond. Merci. D'accord, très bien. Non, mais c'est ce que je voulais entendre. Merci beaucoup en tout cas, Rachid, pour votre appel depuis Amiens. À très bientôt. 01 40 33 9000. Il y a une question quand même que je souhaite te poser, mon cher Gamal. Oui. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu nous évoques cette colère, on l'a senti. Mais est-ce à dire que les Français sont racistes? Moi, je dis non. Ben, ça n'existe pas un peuple raciste, ce serait ridicule. Il y a beaucoup de Donc Français... tu parles bien d'un racisme d'État. Non, je parle pas que d'un racisme d'État. Quand on voit Boyer ou des Ciotti ou je ne sais, là on n'en parle même pas, c'est ridicule. Mais je parle vraiment de cette extrême droite rampante qui commence à monter. Tout à l'heure, j'ai pris soin de dire que tous les islamophobes ne sont pas racistes. Évidemment. Ouais, Quand on voit les... Qui les fait grimper cette extrême droite? Je vais y N'est-ce pas arriver. le pouvoir en place? Il y a plusieurs facteurs qui interviennent là-dedans. D'abord, je dis tous les islamophobes ne sont pas racistes. Pourquoi? Parce que quand on voit, par exemple, au Bataclan, des jeunes y aller à la Kalachnikov pour tuer les innocents, comment ne pas avoir peur? C'est évident que cette peur-là est légitime et je l'accepte. Il y a eu des musulmans qui ont été tués ce soir-là, rappelons-le. Bien évidemment. On parle de Parce que c'est arrêt, ils ne regardent pas qui sont leur nationalité, les convictions religieuses de chacun, ils tirent dans le tas. On parle des civils, parce qu'ils sont soignés, c'est tout. des citoyens de ce pays qui ont été victimes de cette horreur. Donc ça, évidemment, tout le monde aurait peur, moi le premier. En revanche, cette peur est légitime parce qu'elle est nourrie par une réalité politique actuelle. La France est en guerre ailleurs. La conséquence, c'est que les gens portent la guerre en France, c'est tout. Les gens qui ont tué en France, très souvent, viennent de l'étranger. Je rappelle qu'il n'y a pas un Français depuis 20 ans qui tue en France. Ils viennent de Belgique, ils viennent de Tchétchénie, ils viennent de Pakistan, ils viennent d'Afghanistan, enfin, ils viennent de partout, ceux d'ici. Donc ça, c'est des réalités géopolitiques. Après, il y a la réalité nationale. Ceux qui sont islamophobes et qui se cachent derrière ce concept pour véhiculer leur haine raciste sont d'extrême droite très souvent et vous diront pas je suis raciste, ils peuvent pas le dire, c'est interdit. Donc il dit je suis islamophobe et j'ai le droit de l'être. Bah oui, j'ai le droit d'être raciste mais je vous le dirai pas. Et là il y a un problème. Ensuite pour ce qui concerne la réponse à notre auditeur, oui effectivement il y a une forme de racisme d'État qui s'installe. Et quand il y a une crise comme la crise grave qu'on traverse qui est multidimensionnelle, il y a une crise sanitaire qu'on connaît et qui va entraîner et aggraver une crise économique qui était déjà présente. Il y a la crise des gilets jaunes qui a juste traduit le fait que les travailleurs pauvres en avaient marre. Il y a une crise existentielle du politique auquel plus personne ne croit. Il y a le dernier espoir que Macron semblait incarner qui a été complètement balayé en brèche par un comportement un peu hasardeux de sa part. Donc tout ça, ça donne quoi? Ça donne le principe du bouc émissaire. Puisqu'on n'a pas de solution, on va taper sur le bougnoul, il est visible, il est facile, on peut le voir et on sait où on peut le trouver, il est dans les banlieues et dans les mosquées. Donc là on tape et ça fait monter l'extrême droite qui a le sentiment qu'il y a bien un péril vert, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'international, sur le territoire français. Mais dans les faits, c'est pas le problème. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation d'une action violente et largement condamnable pour nous mettre tous dans le même sac. Et là, ça devient réellement une démarche raciste d'État. Bon. Nasser, un dernier petit mot, juste une petite parenthèse. Je vous indique, messieurs, dames, parce que je joue la transparence avec les auditeurs, auditrices, que j'ai invité officiellement le président de la République, Emmanuel Macron, ce matin par un courrier, excellent, à venir nous donner un petit peu
son sentiment et surtout venir parler à ce public aujourd'hui qui sont des Français de confession musulmane, mais pas seulement, en grande partie, on va dire, ici dans cette radio, maghrébine, musulmane ou pas d'ailleurs, mais maghrébine, nord-africaine comme vous voulez. J'attends la réponse, je vous tiendrai au courant. Le courrier est parti ce matin, j'ai invité M. Macron à venir parler à ce public qui est stigmatisé dans les médias, qui a l'impression aussi d'être stigmatisé par le pouvoir en place, et il faut que Emmanuel Macron vienne nous parler, vienne répondre à nos questions en toute transparence. J'aurais laissé deux possibilités, soit de me rendre directement au Palais de l'Élysée pour un entretien avec lui, ou alors de venir et l'inviter dans des studios qu'on mettrait à disposition pour cette occasion. Donc j'ai invité officiellement, sachez-le, le président de la République Emmanuel Macron, parce qu'il est temps, dans une période un petit peu compliquée et un petit peu particulière, que le président aussi prenne la parole. Il n'y a pas de raison, il l'a déjà fait sur d'autres radios communautaires, pourquoi pas chez nous. Il le fera, j'ai pas de doute là-dessus, il a le courage d'affronter ses contraintes. Je vous tiendrai au courant. Le courrier est parti ce matin, évidemment, le temps que ça soit traité par les services de presse et compagnie. Voilà, je me suis présenté, j'ai demandé officiellement un entretien avec le président de la République. Nasser, pour conclure sur ce sujet. Oui. Donc Non, mais donc pour moi, je réitère mon propos. Je considère que l'islamophobie doit exister en France et on doit l'assumer en expliquant que c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, je considère que c'est les musulmans qui sont attaqués et non pas le terrorisme comme on peut aujourd'hui nous baratiner auprès des médias qui font un mélange entre terrorisme et religion. Alors justement, mon Nasser, dans un instant, ça sera à toi, puisque toi, tu souhaites revenir aussi sur un autre sujet qui a fait beaucoup débat tout au long de ce week-end, qui continue d'ailleurs à le faire, puisque le président turc a appelé officiellement les Turcs à boycotter les produits français. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Nasser Lajili nous en parlera dans un instant avec une question qu'il vous posera, à laquelle vous répondrez au 01 40 33 9000, et puis on parlera d'un point de vue plus politique dans la question à la une aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que le gouvernement français va répondre fortement à l'accusation d'Erdogan, à savoir qu'il a quand même dit à propos de notre président Emmanuel Macron qu'il fallait qu'il fasse un bilan de santé mentale. En clair, c'est un débile, en clair, c'est ce qu'il a voulu dire. Eh bien, vous nous appelez pour nous dire si le gouvernement français va réagir ou devrait réagir, de quelle manière. En tout cas, sachez que, contrairement à ce qui a été dit, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur turc en France, a bien présenté ses condoléances, contrairement à ce qui a été dit par l'Élysée, à la France. C'est ce qu'on a appris cet après-midi, suite à la mort évidemment de Samuel Paty, puisque l'Élysée a reproché à la Turquie de ne pas avoir présenté ses condoléances. Faux, ça a été fait. On se retrouve dans un instant, Nasser Lajili, pour parler du boycott des produits français dans le monde arabe. Ça commence à enfler sérieusement, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand four, mes amis, on se lundi, ravi de vous retrouver avec Gamal Abina, avec Nasser Lajili qui sont avec nous aujourd'hui, mes chroniqueurs du jour en plateau. Et on va avoir une belle brochette cette semaine. Croyez-moi, on va se régaler parce que l'actualité est très dense, très importante. Petite information, le LGF, selon mes sources, selon mes informations, on devrait nous annoncer dans la semaine et pas plus tard que mercredi soir normalement, puisque Emmanuel Macron vient d'annuler un déplacement demain. Réunion de crise à propos du Covid-19, vous le savez, la deuxième vague est bel et bien en route, selon les autorités. Eh bien, on devrait nous annoncer un couvre-feu qui devrait être durci à 19h la semaine et un confinement généralisé le week-end pour Paris, Marseille et Lyon à compter de vendredi soir. Ce sont là mes informations que je vous donne aujourd'hui. On verra si elles seront confirmées ou démenties au cours de cette semaine. On va prendre Khalifa avant de parler avec Nasser du boycott. Khalifa qui souhaite peut-être revenir sur le sujet précédemment évoqué avec Gamal Abina. Khalifa de Marseille, bonjour. Oui, bonjour à tous. Je vous appelais aussi pour le sujet sur l'islamophobie. Mais c'est vrai que ce que je voulais revenir dessus, c'est que en fait, par rapport à nos parents qui étaient immigrés, donc qui avaient peu de connaissances au niveau juridique, tout ça, ils avaient beaucoup moins d'aide. Donc les gens pouvaient leur dire des salaires arabes, tout ça, et en plus ils n'osaient pas trop parler vu que c'était le seul salaire de la famille. Et moi qui est descendant donc de la génération des premières arrivées en France, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Mais aujourd'hui que nous on a de la culture, de la connaissance, un savoir, on sait s'orienter vers le niveau juridique, vers le CCIF, tout ça comme vous le voyez, mais que maintenant on arrive encore à interpeller
les juges, tout ça, quoi. Et que maintenant, ils peuvent plus trop nous dire sale arabe, tout ça, parce que c'est fini. Donc, ils utilisent le mot islamophobe, en gros, tout simplement. Et en fait, ils utilisent ça pour nous toucher, pour nous faire du mal, parce qu'ils savent que on n'est pas aidé derrière. En fait, tu peux dire, par exemple, ça juif, tu vas être traité d'antisémite, mais islamophobe, musulman, non. Tu as le droit aujourd'hui. Et en plus, en ce moment, il y a une campagne électorale. Même arabe, vous savez, ça passe tout seul. Ça passe crème, un sale arabe aujourd'hui. Exactement. Il y a une campagne électorale qui fait un délit d'opinion. Chacun tire la couverture de son côté. Dès que tu parles des cantines, dès que tu parles en gros, du musulman, attention, ils demandent trop de. Maintenant, carrément, c'est les rayons halal dans les supermarchés. Et vous voyez, tout le monde le reprend parce que c'est de l'huile sur le feu, quoi. C'est énorme, c'est la boule que ça prend. Mais voilà, tout ça pour vous dire que maintenant, le racisme, il est encore là, mais il passe par l'islamophobie, tout simplement. C'est au lieu de dire maintenant sale arabe, on dit le musulman radical terroriste. Parce que tu vas à la mosquée, parce que tu fais tes 5 prières. En fait, là, carrément, et maintenant, tu as la tache sur le front, c'est même pas la peine. T'es classé, quoi. Ça y est, c'est fini. T'es le terroriste en marche, quoi, dans la rue. Mais enfin, bref. Tout ça pour vous dire qu'on n'a pas fini, en fait, de se faire traiter. Et les caricatures, elles vont être là encore. C'est comme le boycott en ce moment. Je bascule, comme vous voyez. Le boycott qui est en ce moment des produits dans les pays comme le Koweït, tout ça. Ça fait toujours du bien d'être soutenu. Qu'on voit que, en fait, quand ça touche à l'économie française, là, on voit que M. Macron a répondu par un tweet comme quoi c'est juste, en fait, c'est par rapport à tout ce qui se passe, l'extrême, tout ça, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus de boycott quand même pour les Ouïghours. Parce que, certes... c'est intéressant ce que vous dites, Khalifa. Alors là, c'est magnifique ce que vous venez de dire. Pourquoi ? J'aurais aimé, parce que ces pays arabes qui appellent au boycott des produits français, on les entend pas sur les Ouïghours. Parce que la Chine, elle pèse économiquement. Et c'est là qu'on voit que la France est un petit pays à côté de la Chine. Ouais. Voilà, c'est tout. Merci Khalifa en tout cas pour votre appel. Et justement, on va en parler tout de suite avec le boycott, puisque c'est le sujet choisi par Nasser. Absolument. Alors, on t'écoute, mon cher Nasser, nous exposer un petit peu ton sujet et la question que tu souhaites poser aux auditeurs qui vont nous répondre en nous appelant au 01 40 33 9000. On parle du boycott des produits français dans les pays arabes tels que le Koweït, tels que la Turquie, parce que Erdogan a fait Absolument. c'est pas un pays arabe, Non, la Turquie. Absolument. La Turquie, le président turc a appelé officiellement les Turcs à boycotter tous les produits français. La guerre est bel et bien déclarée, la guerre diplomatique entre la Turquie et la France. Nasser, nous t'écoutons. Oui, alors effectivement, moi je voulais aborder la question du boycott des produits français à l'étranger. On a bien constaté que ça a fait réjouir énormément de Français quand on a appris que certains pays comme le Koweït, le Qatar, la Turquie, la Jordanie, le Pakistan ces dernières heures, qui ont suivi, avec bien évidemment aussi la Jordanie, plein d'autres pays qui ont décidé de boycotter les produits français pour faire réagir la France sur les attaques quotidienne contre les musulmans français, parce que c'est là-dessus qu'ils se basent, et contre les caricatures, bien évidemment, du prophète Mohammed. Donc, et bien sûr, il y a eu aussi une dégradation quand on a appris qu'il va y avoir aussi la fermeture définitive du CCIF, le Baraka City, une ONG, donc toutes ces associations qui, en lien avec, entre guillemets, la communauté musulmane, étaient attaquées. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Et je pense que c'est aussi un cumul de plusieurs attaques contre les musulmans depuis plusieurs années. Donc, je pense que c'est un truc qui a débordé le vase. Donc, voilà. Ce que je voulais dire. Quelle est ta question que tu souhaites poser aux auditeurs? Et la question que je me posais, moi je considère que, bon après c'est une bonne initiative, quand je dis c'est une bonne initiative, je considère que c'est malin ce qui a été envoyé à l'État français, donc aucune violence, mais plutôt une violence économique contre le pays qui manque de respect ou qui ne respecte pas sa communauté, je veux dire la communauté musulmane. Et moi la question que je me posais c'est est-ce que ces pays arabes ou ces pays musulmans
on en refait autant pour les Ouïghours. D'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure, sur le boycott des produits chinois. Parce que ça fait plusieurs années, et ça fait encore, là, chaque jour et chaque année, on parle des Ouïghours. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ils subissent toujours ce même génocide et qui, malheureusement, ne sont pas forcément soutenus. Donc, voilà. Voilà ma question. Je voulais vous lire un tweet de Chef Sedine, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui a tweeté ce matin ceci. J'ouvre les guillemets. Je condamne fermement les appels au boycott des produits français. Ils émanent de ceux qui ont toujours instrumentalisé l'islam à des fins politiques. J'appelle à la vigilance de tous les musulmans face à cette propagande mensongère visant à discréditer notre pays, la France. Voilà le tweet, je ferme les guillemets, de Monsieur le recteur de la mosquée de Paris, Gamal Amina. Alors, juste Christophe, pour le constat que j'ai pu faire, et j'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à vérifier, allez voir le dernier tweet qui a été fait en réponse à Monsieur Erdogan de Emmanuel Macron. Il parle du fanatisme et il ne parle plus d'islamisme. Donc, il parle du fanatisme. Donc, il fait très attention. Et je pense qu'il y a une prise de conscience aussi là-dessus, qu'ils sont partis un peu trop loin. Donc, c'est l'économie française qui va en subir les conséquences. Et c'est le peuple français qui va en subir. C'est pas forcément les grosses têtes de ce pays qui vont en subir les conséquences. Ouais. Alors, Gamal Amina sur le boycott des produits français à travers le monde arabe. Bon, déjà, je vais quand même corriger un petit truc. On est copains, mais quand J'aime même, bien. il n'y a pas de génocide ouïghour. Par contre, on peut parler de génocide chez les Rohingyas. J'aurais aimé que le monde musulman boycotte beaucoup plus fermement Madame Aung San Suu Kyi, qui a laissé mourir, massacrer sa population Rohingya. Comment ça, il n'y a pas de génocide des Ouïghours? Ouïghours, Gamal? Il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de tuerie, c'est pas ce qui se passe. Il y a des camps de concentration. Et qu'est-ce que tu appelles des camps de concentration? C'est pas un génocide? Non, ce n'est pas un génocide. Un génocide, ça veut dire tuer un peuple. Donc, il n'y a pas de génocide. Il y a concentration, il y a mauvais traitement, mais il n'y a pas de massacre de masse. C'est un camp de concentration. Donc, oui, mais c'est pas génocide. On les castre. Excuse-moi, on en arrive à castrer les gens, donc à ne pas faire d'enfants. C'est ce qui est dit aujourd'hui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de visée génocidaire. Oui. On n'a pas vérifié. Alors que chez les Rohingyas, ils ont coupé un petit morceau quand même. Oui, absolument. C'est évident. Et là, bizarrement, personne n'est dessus. Parce que, évidemment, la Birmanie, aujourd'hui, est l'allié de l'Occident. Donc, il est logique qu'on n'y touche pas. Ensuite, en ce qui concerne ce fameux boycott. D'abord, les Français ont boycotté les Turcs aussi un temps. On l'oublie aussi gentiment. Quand il y a un problème, les Français boycottent des pays. Ils n'hésitent pas. Et c'est une arme pacifique. C'est une arme de rappel. Et je pense que boycotter, je sais pas, Dior, Danone, enfin, des grandes firmes comme celle-là, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact en termes de retour sur investissement économique français à l'étranger. Par contre, effectivement, cet appel au boycott, qui est donc une arme pacifique, fait un rappel aux Français pour leur dire, écoutez, les Chinois avaient fait ça à l'époque. Quand les Français ont refusé de rendre des œuvres qui avaient été volées à la cité impériale par quelqu'un dont je ne dirai pas le nom puisqu'il est mort aujourd'hui, il a refusé de rendre ces fameux vases et ces fameuses statuettes. Eh bien, la Chine a boycotté massivement Carrefour, Auchan, toutes les enseignes françaises et les produits français. Du jour au lendemain, les Français se sont pliés, se sont précipités et ont demandé pardon. D'accord. Donc aujourd'hui, je pense que ce rapport de force qui est mis en place, ce boycott, doit être suivi par d'autres pays. Et ce boycott doit faire un signe fort à l'État français pour leur dire, vous n'avez pas le droit, parce que c'est là dont on parle, de vous acharner sur les musulmans maghrébins de France. Vous n'avez pas le droit de faire de Charlie Hebdo une institution d'État. Ça n'est pas le cas. Quand Macron nous dit, on doit caricaturer, il n'a aucun droit de le dire. Macron, il doit avoir une neutralité. Absolument. On doit garantir la liberté d'expression, je peux l'entendre. On doit caricaturer, il a pris un parti pris. Absolument. Et c'est ce qui a énervé le monde musulman. Ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, ce boycott est nécessaire. Avant de prendre Mehdi de Paris, il y a quelques petites choses que je voulais vous dire. Le tweet notamment, alors la légende du football égyptienne du foot, Mohamed Aboutrika, appelle lui au boycott des produits français. Il l'a rappelé à la télévision égyptienne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors une information qui a fait parler la presse française. Elle a même d'ailleurs été surprise que le Maroc, un pays ami de la France où beaucoup de politiques viennent séjourner, acheter des riads. Sachez que le Royaume du Maroc a vigoureusement condamné hier la poursuite de la publication des caricatures outrageuses à l'islam et au prophète Mohammed et réaffirme que la liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ça a été très mal perçu par la France. Notamment sur Twitter, on dit oui, le roi Mohamed VI qui vient nous donner des leçons alors qu'il laisse crever ces jeunes Marocains partis dans des quartiers bidonvilles à Paris.
et il s'achète une villa à 80 millions d'euros à Paris. Voilà un petit peu ce qui sort sur les réseaux sociaux. Mehdi de Paris est avec nous. Bonjour Mehdi. Oui, bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour. Concernant le boycott, moi j'ai un doute sur les boycotts marocains, qataris, koweïtiens. Je sais pas si c'est de la politique politicienne qu'ils essayent de nous faire croire. Parce que l'histoire du Qatar qui boycotte, j'y crois pas. Le Maroc, je sais pas, Casa, Rabat, c'est la capitale de Paris, entre guillemets. C'est la France là-bas, hein. C'est pas le Maroc. Hein. Moi, quand je vais là-bas, j'ai l'impression d'être en France. Hein. Quand vous voulez voir un pays maghrébin, allez en Algérie, encore un petit peu en Tunisie. Mais le Maroc, non, le Maroc, c'est bleu, blanc, rouge. Hein. C'est notre patrie, on va dire. C'est notre patrie, c'est chez nous là-bas. J'ai un doute sur ces pays-là. C'est un peu caricatural, mon cher Mehdi, mais bon. Ouais, j'ai un doute. J'ai pas de doute sur certains pays comme l'Iran, comme la Turquie concernant leur boycott. Sur cela, ouais, on va dire, ouais, je peux penser croire que ils aient vraiment l'intention ou enfin. Ils ont pas appelé au boycott de Maroc. Ils ont dénoncé les caricatures. Ouais, mais bon, vous savez, c'est trop facile dénoncer les caricatures. L'Algérie n'a pas dénoncé les caricatures, et je pense que ce serait le premier pays à dénoncer les caricatures, c'est l'Algérie. Elle ne l'a pas fait, en tout cas, elle n'a eu aucune réaction sur le coup. Je voulais vous lire le tweet d'Emmanuel Macron qu'il a fait en arabe hier soir pour réagir à justement cette campagne de boycott. Rien ne nous retient jamais. Nous respectons toutes les différences dans l'esprit de paix. Nous n'acceptons jamais les discours de haine et défendons un débat rationnel. Nous défendrons toujours la dignité humaine et les valeurs universelles. C'est le tweet écrit en arabe par Emmanuel Macron, président de la République française. Ah oui. Ouais. C'est amusant. C'est toujours de la politique politicienne, malheureusement. Hein. Nous, avec ce qu'on prend plein la figure dans les plateaux de télé françaises, franchement, j'aimerais bien qu'ils écoutent un petit peu les radios le matin, écouter ce qui se raconte sur les musulmans et sur l'islam. Je peux vous dire que votre cœur, il va vraiment saigner. Alors qu'ils viennent nous mettre des tweets comme ça, là, franchement, qui se les gardent, ces tweets. C'est des actes. Ce qu'il nous faut, c'est fermer la bouche à tous ces racistes dans les plateaux et dans les radios que la France entière écoute. Et que c'est inadmissible du racisme. Je vais pas dire du racisme d'État parce que je peux pas généraliser. Je vais pas faire comme tous ces racistes font, généraliser. Je le fais pas. Mais Mehdi, je considère qu'on est un peu trop critique sur on va dire sur certains pays qui ont pris l'initiative de dénoncer ce qui se passe en France. Moi, la question que je me pose, la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que toi tu proposerais par rapport à tout ce qui se passe? Parce que c'est hyper important aussi. On est beaucoup critique dans les gouvernements qui ont pris des initiatives concernant le boycott ou tout simplement en dénonçant, contre les caricatures de Mahomet, etc. Mais nous, concrètement, en tant que Français habitants musulmans dans ce pays, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Mais vous voulez proposer quoi? C'est une question. Mais je vais vous dire, je veux bien faire des propositions, mais la plus simple des propositions, respecte-moi, je te respecterai. Mais par rapport à quoi? J'ai jamais vu, moi, la communauté musulmane. Par rapport à chacun sa religion, chacun son droit de croire, chacun son droit d'avoir des trucs sacrés. En France, on a des choses sacrées, en France. Mais ça, on est d'accord. Des choses qui sont sacrées. Oui, Mehdi, pardon, Mehdi. Il y a une petite question aussi, il va falloir qu'on se pose. Oui. Aujourd'hui, l'image que cela renvoie, effectivement, on comprend que les musulmans peuvent être choqués par des caricatures, comme ça a été fait dans Charlie Hebdo. Ok. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous comprenez aussi que de l'autre côté, il y a, une France, une large partie de la population française qui, elle, ne l'est pas choquée et qui, au nom de la liberté d'expression, revendique le droit au blasphème. On rappelle d'ailleurs qu'avant les attentats de 2015 de Charlie Hebdo, c'était un journal au bord de la faillite. Bien sûr. D'accord ? Et qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont dit Charlie, parce qu'il s'est passé, en solidarité, ont relancé un peu l'économie de ce journal. Mais est-ce que quand même, vous pouvez accepter qu'on soit choqué, que l'on ait tué des journalistes dans un local d'un journal au nom d'une caricature ?
Il ne faut pas se tromper non plus. Il y a effectivement ce qui peut être choqué, mais il y a une barrière à ne pas franchir. Elle a été franchie par un débile, par 2 débiles qui sont venus massacrer des gens dans un journal, dans une rédaction. Et il y a des images comme ça qui sont très fortes à pouvoir analyser et à comprendre, parce que chose que je reproche à beaucoup issus des quartiers et à des gens qui habitent les grandes villes, allez voir dans la France profonde. Les gens ne connaissent que les musulmans à travers la télé. Donc imaginez-vous ce qu'ils pensent de vous. Oui, mais qui maintient les télés, Mais Christophe? Mais non, mais d'accord, mais au bout d'un moment, oui, il mais faut aussi se mettre à la place de celui Oui, qui oui. entend Non, mais- et reçoit l'information. Il y a deux oppositions qui ne devraient même pas en être. Vous avez une caricature qui choque, ok, c'est bon, c'est dit. Mais vous avez aussi des morts. Et quand il y a des morts, on peut plus être choqué là, stop. On est choqué par la mort et pas par autre chose. Mais Christophe, mes chers amis, je voulais vous dire juste peut-être un dernier truc. Quand vous voulez vivre en communauté, quand vous voulez vivre, si vous aimez vos compatriotes musulmans, on va dire, bon, il y a un point, certes, qui gêne. C'est un point c'est très très grave pour les musulmans. Mais c'est très très grave ce que ces faux font en train d'égorger nos compatriotes. C'est très très grave aussi. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que chez les musulmans, c'est viens, tape-moi, égorge-moi moi et ne parle pas du mal du prophète. C'est ça, et ça avec tout ce qu'ils ont comme niveau intellectuel en France, c'est-à-dire qu'ils soient aussi haut dans le monde parmi les pays les Mais plus le prophète, élevés. à son époque, mon cher Betty, a été caricaturé. À son époque, il a été plus que caricaturé, il a été combattu. Et pourtant, il répondait le plus sagement possible par rapport à nous aujourd'hui qui voulons être plus prophète que le prophète, mais dit. C'est ça notre problème aujourd'hui, c'est qu'on veut être plus prophète que le prophète. Non, Est-ce que vous pensez une seule fois, Betty? Pardon. Vous voulez que je vous dise un truc? C'est juste du respect par rapport à nos traditions. Pourquoi vous voulez nous tuer? Pourquoi vous voyez ce que je veux dire? C'est notre truc à nous. Attendez, faut pas se tromper. Personne ne nous a tués lorsqu'on fait des caricatures. Par contre, il y a eu des morts à cause de ces caricatures. Dans un journal. Christophe, les gens qui ont tué, les gens qui ont égorgé, mais ça, personne ne le cautionne. Mais maintenant, s'il y a des fous qui sont en train de nous faire du mal indirectement parce qu'ils sont partis égorger, moi je ne pense pas qu'il y ait aucun musulman en France qui accepterait que quelqu'un soit égorgé. Ça, personne. Mais malheureusement, dans les rues, aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas normaux. Ils se servent de ça. Oui, des gens qui se servent de ça. Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. D'abord, merci en tout cas, Mehdi, pour votre appel. On nous a bien entendu, mais merci beaucoup, Christophe. En tout cas, oui, absolument. Il faut quand même être raisonné de temps en temps. Et je comprends l'émotion de chacun. Je comprends que ça puisse choquer. Encore une fois, il n'y a pas de souci. On l'a bien vu que ça a choqué beaucoup de monde. Moi-même, j'ai dit que je ne suis pas Charlie. Je ne serai pas Charlie parce que je n'aime pas lorsqu'on offense une communauté de personnes. Et je leur ai dit la même chose si c'était des juifs, des chrétiens, que d'ailleurs Charlie Hebdo a aussi plusieurs fois caricaturé. Je n'aime pas. D'accord? Mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas parce que je n'aime pas que je vais empêcher. Il y a une liberté d'expression, ok. Alors qu'elle soit valable pour tous, par contre, attention. Parce qu'on a l'impression quand même que c'était une liberté d'expression à géométrie variable, parfois. Mais quand bien même, il faut rester logique avec soi-même. Puisqu'on revendique la liberté d'expression, je revendique le droit à certains, même si c'est vraiment pas ce que j'appelle du journalisme et de la créativité, de faire ce qu'ils ont à faire. Après, à nous de les ignorer, tout simplement. Mais il faut... Là, il y a eu quand même un drame, messieurs. Oui, mais il faut revenir à... Des drames, Gamal, Nasser. Il faut revenir à la genèse, Christophe. On ne peut pas justifier l'interdiction des caricatures alors qu'il y a eu des morts quand même. Mais non, c'est le contraire. Le problème, c'est le contraire. C'est pas de justifier l'interdiction parce qu'il y a eu des morts. Le problème, c'est d'avoir valorisé les dessins vulgaires et pas les caricatures. Parce qu'il faut les voir. Personne les a vus. Ça, je trouve incroyable. On parle de choses qu'on n'a pas vues. Quand on met un homme à 4 pattes avec... Enfin bref, on ne parle même pas de la vulgarité absolue. C'est plus la caricature. La caricature, c'est forcer le trait, je le rappelle. C'est exagérer, c'est faire sourire. J'ai regardé ce journal. Il n'y a pas, contrairement au Canard enchaîné qui me fait rire et sourire, il n'y a pas une page qui fait rire ou sourire. C'est un journal qui est dans l'insulte. Ensuite, concernant ce qui s'est passé, rappelons quand même la genèse. Ça commence chez les Danois. Il y a le neveu, j'allais dire, Théo, le neveu de l'artiste, j'ai plus son nom. Oui, je me rappelle de... Théo, mince, comment il s'appelle l'artiste. Ça en reviendra. Qui se fait assassiner parce qu'il insulte à l'époque les valeurs de l'islam. C'est une chose. Donc ça, évidemment, c'est une pure bêtise. Van Gogh, Théo Van Gogh, voilà, ça m'en vient. Ensuite, on a un journal danois qui va, en surenchérissant, publier des dessins vulgaires pour dire on va critiquer, on va insulter, on va se moquer de l'islam.
Ça se passe mal là-bas, et les Français de Charlie Hebdo se précipitent pour faire la même chose. L'argument massu, c'est de dire on a le droit de nous exprimer. Ben oui, mais je veux bien, mais à ce moment-là, Yann Moix avait le droit de faire ses dessins sur la Shoah qui étaient immondes. Il avait le droit de s'exprimer, ce crétin. Et il l'a fait. Et il s'est fait massacrer. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas toucher. Les valeurs sacrées de la douleur des gens, du passé, du religieux, on n'y touche pas. Après, qu'on se moque de culte, qu'on se moque de pratique, c'est une chose. Mais on ne se moque pas des symboles du Christ, de Moïse ou de Jésus. Il y a quand même des limites. Et le problème, c'est qu'à la suite de ça, on a quoi ? On a des excités qui n'ont rien dans le crâne, qui... Moi, je dessine, je suis caricaturiste, un vrai caricaturiste, pas un mec qui fait des insultes. Qu'est-ce que je dis ? Je dis qu'il faut respecter l'art. La production artistique, il faut la valoriser, il ne faut pas la nier, encore moins la massacrer comme ils l'ont fait. Ils vont assassiner des dessinateurs et des rédacteurs. Ça, c'est ridicule. Ce journal aurait dû disparaître économiquement parce qu'il était en difficulté et on n'en parle plus. Au lieu d'ignorer ce qui se fait, ils les ont valorisés en les agressant. Eh bien aujourd'hui, il est normal que la France soit scindée en deux. Une grande partie des gens qui disent on nous met en danger la liberté d'expression et une minorité qui considère qu'elle est écrasée par cette liberté d'expression. C'est logique, mais en vérité, c'est vrai que quand il y a des meurtres, il n'y a plus de négociation possible. On ne peut que condamner les criminels, en rappelant tout de même que ce n'est pas des lumières non plus ces criminels, c'est vraiment des crétins congénitaux qui s'imaginent être d'une sorte de nouveau croisés pour l'islam. C'est pathétique. Ouais, mais Gamal, moi j'entends ce que vous dites, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous ne pensez pas une seule seconde, vous qui êtes des musulmans, pratiquants ou non d'ailleurs, peu importe, c'est pas le problème. Est-ce que vous pensez que le prophète réagirait comme ces fous alliés ? Mais jamais de la vie. Non, mais le prophète, il serait plus sage que nous. Non, mais alors, il dirait, ok, on entend, on combat par la parole, par les idées. Le prophète, quand même, a été, rappelez-vous, il a été extrêmement combattu sur ces terres. Je veux dire, rappelez-vous ce qui s'est passé à la Mecque, quoi. Non, mais alors, et aujourd'hui, ce que je reproche, moi, à beaucoup, c'est qu'ils veulent être plus le prophète que le prophète. Mais au nom de quoi vous allez tuer des gens pour des caricatures ? Vous êtes des malades. Jamais de la vie. Je pense qu'il faut faire aussi, il faut faire attention, Christophe, parce que ah oui, il faut faire attention justement. On est là pour ça, pour faire attention, parce que dans notre émotion, parfois, ça peut nous conduire à des raisonnements qui sont un peu, excusez-moi, mais Christophe, après l'exemple du prophète, je pense qu'il faut faire très attention sur une chose. Il est important de préciser que ceux qui tuent, ce ne sont pas forcément des gens qui sont nés en France. Ce ne sont pas forcément des gens qui vivent dans nos quartiers. C'est des gens. Les frères Kouachi sont nés en France. C'était les seuls. Je suis d'accord. C'était les seuls. Il était français. C'est la même équipe, c'est les seuls. Alors, juste une chose. Dans les quartiers, si vraiment les musulmans. Moi, je tire le chapeau aux musulmans. Je vais te dire pourquoi. Ils ont été dignes et classes pendant la période où on est en train d'attaquer les musulmans de partout. Donc on peut dire ce qu'on veut. Ils sont restés dignes et classes en ne pas tombant dans la provocation. Aujourd'hui, on est face à des personnes... Tout le monde. Et qui est les premières victimes de tout ce qui se passe aujourd'hui ? Ce sont les gens qui vivent dans les quartiers, ce sont les musulmans de France qui vont être les premières victimes de tout ce qui se passe. Et ça, il faut le répéter, il faut le rappeler. Donc c'est important, Christophe, de dire tout simplement qu'il y en a beaucoup qui condamnent. Mais ils ne doivent pas condamner au nom de leur religion. Ils doivent condamner en tant que Français, citoyens français. On ne doit pas faire de distinction. On doit être à la même échelle. Je suis, exemple, Nasser Lajili, je condamne ce qui se passe. C'est pas je suis Nasser Lajili musulman, je dois condamner. Non, ça c'est ma sphère privée. Personne ne doit savoir ce que je fais, moi, de ma religion. Voilà. Mais j'ai encore plus loin que ça. On se retrouve dans un instant, parce qu'il y a la pub qui appelle. Est-ce que notre ami Dili Labi, il y a Sofiane Nakdari, chroniqueur, qui souhaite appeler, qui souhaite intervenir ? Est-ce que tu peux nous l'appeler, parce qu'il n'arrive pas à joindre le standard, Nabil. T'as son numéro, je pense. Oui, il n'y a pas de souci. Il a des choses à nous dire. Et on va parler aussi de notre sujet à la une dans un instant, messieurs, dames, à savoir la brouille entre Erdogan et Macron. Erdogan, rappelons-le, qui a remis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron, justement par rapport à ce racisme anti-musulman en France qui règne. Erdogan qui a appelé au boycott aujourd'hui des produits français. Il rejoint donc tout cet axe Koweït, Jordanie, Qatar, donc Turquie maintenant, pour un appel donc, qui est fortement médiatisé à travers le monde arabe. Il y en a même d'ailleurs qui, ici en France, en guise de réponse, appelle à éteindre Al Jazeera, appelle à éteindre les télés turques pour répondre. Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement français doit réagir et de quelle manière ? Doit-il réagir fortement ? Vous êtes 48% à dire oui, qu'il va réagir fortement. Minoritairement, j'ai envie de dire, pense qu'il va réagir fortement. Quels sont ses moyens de réagir ? On en reparle dans un instant. 01 40 33 9000. On aura notre ami Sofiane Nakdari qui va réagir et qui a beaucoup de choses à nous dire. À tout de suite. France Maghreb 2.
France Maghreb 2. Retour dans le grand forum en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec aujourd'hui Gamal Abina avec Nasser Lajili. On parlait du boycott dans les pays arabes, un boycott qui s'est réveillé, qui s'est révélé tout au long de ce week-end dans les différents pays. On rappelle quand même que effectivement ces pays arabes boycottent les produits français tels que la vache qui rit, tels que les produits de beauté, mais ne boycottent pas l'achat des armes à notre pays, la France, qui est justement le deuxième vendeur d'armes à travers les différents pays arabes. Bon, il est beaucoup plus facile en l'occurrence de boycotter de la vache qui rit que des armes pour aller justement, peut-être pour certains pays dits pays arabes, d'aller justement massacrer d'autres arabes dans d'autres pays. Je fais la référence à la Syrie. Sofiane Lakhdari est avec nous, il souhaite nous apporter un petit peu son analyse. Cher Sofiane, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tout le monde, Bonjour à Nasser, bonjour Gamal. Bonjour. Bonjour. Moi c'est pas j'ai un avis, mais j'essaie de prendre un peu de recul et de voir ce qui est en train de se passer dans le pays. Certes, il y a un discours de plus en plus, le vocabulaire en vérité de l'extrême droite, il a été repris par le gouvernement avec les termes ensauvagement, islamo-gauchisme, etc. Et en même temps, je vois qu'il y a une montée, il y a une volonté de lutter contre l'islam radical, et Dieu merci qu'il y a un réveil pour cela, et on doit le soutenir, ce fondamentalisme qui existe et qui a été à l'origine du malheur de beaucoup de pays, y compris des pays arabes et musulmans. Moi, je viens d'Algérie, nous avons vécu la décennie noire et nous avons vécu les massacres qu'on a vu en Algérie durant plus de 10 ans. Il faut rappeler que le fondamentalisme a massacré énormément de gens en Tunisie, en Égypte, en Syrie, n'en parlons pas, au Yémen, etc. Ce fondamentalisme, nous devons être tous derrière le gouvernement pour lutter contre. Mais on voit une volonté en même temps de certains d'utiliser cette lutte contre le fondamentalisme pour lutter contre l'islam en tant que tel. Et on nous ramène des gens qui détestent l'islam et qui disent vouloir lutter contre l'islamisme. Et deuxième chose, nous avons en même temps une volonté d'internationaliser ce combat qui est interne à nous, qui est interne à la France, et des gens qui veulent se placer comme porte-parole des musulmans, porte-parole de l'islam. Et on voit bien que le sultan Erdogan veut se placer. Il vient de parler au bout de 3 jours, 3 discours au bout de 3 jours, et dans un bras de fer qu'il est en train de mener contre la France depuis un moment. On rappelle que la France a des différends politiques avec la France en Libye, elle a des différends au niveau de l'Est de la Méditerranée. On voit bien aussi le dernier problème au Caucase entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, la France aussi, elle tient des positions différentes de celles de la Turquie. La Turquie qui a des différends dans pas mal de sujets au niveau de la définition des frontières maritimes avec la Grèce, et la France elle tient une position différente aussi de la Turquie. Et je vois moi en tant que citoyen de ce pays une volonté d'islamiser ou d'utiliser la caricature contre le prophète pour régler un problème politique. Nous, en tant que citoyens français, on doit se positionner comme Français, être critique vis-à-vis du discours islamophobe et raciste envers les musulmans ou la discrimination faite à nos concitoyens pour leur appartenance religieuse, et en même temps d'être critique vis-à-vis d'une ingérence étrangère qui veut nous utiliser pour un agenda politique. Moi, c'est cette position que je prends. En vérité, c'est pas une position du milieu, mais de la raison, et en même temps de ne pas être l'idiot utile pour un agenda qui dépasse, y compris les auditeurs ou nos concitoyens. Je dois dire que moi je souscris, je sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais je souscris parfaitement à cette analyse, à ce discours. Je pense qu'à un moment il faut se recentrer. On est habitant de ce pays, la France, et l'ingérence étrangère, on peut en parler aussi dans ce qui est de l'organisation de l'islam de France. Aujourd'hui, Emmanuel Macron avait voulu mettre fin à l'ingérence étrangère. Quand je parle d'ingérence étrangère, je vais citer 3 pays. Algérie, Maroc, Turquie. Il faut qu'on en termine. Je veux dire, on est capable aujourd'hui, on a les musulmans qu'il faut et des intellectuels musulmans qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir prendre des postes à responsabilité. Malheureusement, il a été constaté que les musulmans n'ont pas su, malheureusement, faire le ménage à l'intérieur de cette communauté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des cinglés qui, au nom de notre religion, au nom de cette belle religion qu'est l'islam, ont commis des atrocités aujourd'hui. On ne demande pas aux musulmans d'aller s'excuser, parce qu'ils n'ont pas à le faire, d'accord ? Mais par contre, on demande aux musulmans de s'organiser de telle sorte à ce qu'on éloigne ces gens, on éloigne ce type de discours, au travers quoi ? Au travers justement de savants, et on en connaît plein, des gens qui sont quand même connaisseurs de l'islam. Il y a des très très bons
Moi, j'en ai quand même quelques-uns en tête. Il y a des personnes qui sont capables théologiquement de nous expliquer qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que nous dit l'islam dans le Coran, dans les hadiths révélés, parce que là aussi, il y a peut-être aussi des choses à faire. Il y a tellement de hadiths qui sont pas révélés, et si vous voulez, il y a aussi des gens qui se sont référés à ce genre de hadiths pour commettre des atrocités, il faut le dire aussi. Donc voilà, il y a des théologiens aujourd'hui qui sont capables de remettre un petit peu les discours de l'islam des Lumières. Aujourd'hui, c'est cela dont on a besoin. Mais moi, je suis étonné. Et force est de constater que les musulmans n'ont pas su faire ce ménage, et que la France aujourd'hui se doit de malheureusement faire le travail, et elle le fera pas forcément bien. Mais c'est un constat d'échec, moi, que j'ai envie de pointer du doigt aujourd'hui. Moi, je suis étonné de ce que tu dis, Christophe, sur un point. Enfin, étonné. Pas étonné, parce que la lecture des choses que tu as est une lecture qu'on pourrait partager si c'était réellement le débat. Il y a, ce que disait Sofiane très justement, une influence des pays étrangers. Pas l'Algérie. Là, je suis pas d'accord. Ils ne tiennent que la mosquée de Paris, donc l'Algérie, zéro. Ils se fichent complètement de l'islam politique des Algériens. Preuve en est, ils n'ont même pas condamné l'histoire des caricatures. Ils ont vraiment pris une distance énorme vis-à-vis de ça. Donc l'Algérie, on l'a mis en jeu. Mais j'ai été obligé de citer l'Algérie parce qu'effectivement, t'as des mosquées qui sont. Oui, mais c'est pas l'Algérie, c'est les Algériens de France. Qui sont gérées par l'Algérie. Non, la mosquée de Paris. non, que la mosquée de Paris, c'est tout. Il n'y a aucune mosquée gérée par l'Algérie. Même le CFCM et l'Algérie l'a perdu. Alors, voilà. Au profit de la Turquie, entre Absolument. parenthèses. Donc il n'y a que la mosquée de Paris qui est la seule petite réserve de mosquées. Je voulais faire l'équilibre, les gars. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'Algérie ne s'intéresse plus aux questions de l'islam. Ça ne sait plus leur combat, ils s'en fichent. Ils sont partis sur le soufisme, ils sont partis sur autre chose. Aujourd'hui, ce qui est un enjeu, c'est le Maroc qui est effectivement une influence par rapport à sa communauté qui est minoritaire, par rapport aux communautés maghrébines en France, algérienne je veux dire, mais le Maroc a une présence très importante par l'UOIF, qui lui, quasiment, est co-gestionnaire du CFCM. Ensuite, vous avez les organisations militantes qui, effectivement, parfois sont algériennes, mais elles n'ont pas de poids. Et il y a effectivement l'influence grandissante de la Turquie sur la France qui, elle, commence à montrer une certaine proportion à vouloir dominer cet islam de France. Mais le problème, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a la question religieuse, à proprement parler, qui n'a rien à voir. Il y a la question djihadiste, donc religieuse, politique, qui est liée au problème du Moyen-Orient. C'est la raison pour laquelle la plupart des attaques en France sont faites par des étrangers. Et la question française de racisme de base, qui utilise ces questions internationales pour dire « Ah, les musulmans de France, c'est la 5e colonne. Ce sont des ennemis d'intérieur. Ce sont des gens dangereux. » Les musulmans, sous-entendu, algériens, tunisiens, marocains. Là, pour le coup, on est dans le même sac. Et là, on mélange les deux. Les questions internationales n'ont rien à voir avec les questions locales et nationales. Les questions de crise sociale en France n'ont rien à voir avec les questions du Golfe, qui sont des pays très riches. Donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire l'islam des Lumières, ça ne veut rien dire. L'islam a fait briller le monde pendant 1400 ans. Il n'y a pas d'islam des Lumières. L'islam est une lumière, c'est réglé. Une fois que c'est dit, on n'en parle plus. Maintenant, il y a des gens peu éduqués qui, en prenant l'étendard de l'islam, le drapeau noir en l'occurrence, le drapeau qui faisait la guerre, se disent quoi ? On va défendre une religion sur des motifs qui ne sont pas tellement clairs, qui sont nébuleux. Eh bien ça, il faut faire la distinction. Ce sont des questions internationales. Sur le plan national, il n'y a aucun problème avec l'islam, c'est clair. Nasser ? Non, mais moi, j'entends. Ouais. Non, mais moi, je rejoins complètement ce qui a été dit. Hein. Je considère qu'effectivement, il n'y a pas de l'islam des Lumières. C'est effectivement, tu as raison. L'islam, c'est une religion qui de paix, d'amour, voilà, il y a plein de choses de science. Qui sont de science, absolument. Et je pense qu'on l'a oublié, on l'a mis de côté de ça, ce côté-là. Et donc, effectivement, quand on voit aujourd'hui les mosquées comment elles sont gérées, malheureusement, c'est pas cet islam qu'on a. N'empêche que dans les mosquées, tu as des discours qui se sont propagés, qui sont assez terribles quand même. Hein. Pardonnez-moi, mais vous faites mine de justement. Non, c'est pas mine. Il parle de Palestine. Non, pas du tout. Il parle de Palestine. Les mosquées, le problème en France, c'est que comme la France a créé Israël avec l'Angleterre, on parle de Palestine, ça vient du radicalisme. La Palestine est une question qui est vraiment très périphérique au djihadisme. On parle pas que de Palestine. Non, il parle vraiment. Il y a des prêches quand même qui sont assez la Palestine quand même. Non, c'est la Palestine. L'obsession, c'est la Palestine. Et maintenant, Charlie Hebdo, effectivement, c'est arrivé, mais ils ont été vite écrasés. Sur les questions palestiniennes, dès que quelqu'un parle de Palestine, il devient un radical. Le problème, c'est qu'on peut pas confondre la question palestinienne avec des questions de, par exemple, l'Irak ou la Syrie qui ont été rasées ou la Libye, parce que les Français sont gentils de se présenter. Ou les guerres, c'est pour ça. Quand on va assassiner Kadhafi, je rappelle comment il est assassiné. Absolument. On a créé une fausse révolte. Il n'y a jamais eu de révolte en Libye. Il y avait eu des manifestations, pas de révolte. On a fait croire qu'il voulait tuer sa propre population, alors que c'était un amoureux de sa population. Et Monsieur Sarkozy, on brûle des drapeaux de Macron en Libye. Voilà, c'est normal, c'est normal. Monsieur Sarkozy, qui avait un compte à régler personnel avec Kadhafi pour une question d'argent, et d'ailleurs maintenant il est poursuivi pour ça. Monsieur Sarkozy le fait assassiner, mais il le fait pas seulement assassiner, il le fait lyncher.
Et il le fait violer. Les gens ne le savent pas, ça. Moi, j'ai vu les images. Il a été violé. Voilà la méthode française en Libye. Donc, quand le colonialisme français, l'impérialisme... Je rajouterai Gamal, que Kadhafi n'a pas été enterré pendant plusieurs jours. Absolument. Il a été présenté devant la population. Et même, on a envoyé des terroristes brûler les os de ses ancêtres dans certaines tribus. C'est un truc, ça se prouve que c'est un problème vraiment personnel qu'il y avait à régler avec ce monsieur. Mais pas seulement, on parle de barbarie. On l'a vu par exemple, parce que les gens qui étaient soutenus par la France, est-ce qu'on se souvient qu'ils ont cassé toutes les tombes chrétiennes en Libye, qu'ils ont détruit une partie des ruines romaines? C'est les mêmes, hein. Et bizarrement, ça, c'est les mêmes en Syrie qui faisaient les mêmes massacres. Merci. Et ça, c'est les bons djihadistes. Tant qu'ils vont tuer les Arabes, c'est les bons djihadistes. Quand ils reviennent en France, c'est plus les bons. On est face à un bon terrorisme. Et ça, c'est notre devoir en tant que citoyen de ce pays de dire... Par rapport à la question que je pose aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé, et on en vient tout de suite à notre sujet à la une. Erdogan qui a eu cette phrase à l'encontre de notre président Emmanuel Macron, remettant en cause sa santé mentale, sur le fait effectivement qu'il ait rappelé, Emmanuel Macron, la liberté d'expression et le droit aux caricatures. Le monde musulman, c'est pour ça, c'est tout ça, c'est lié, s'est mis donc à nous mettre donc ce boycott en place, qui a été confirmé d'ailleurs par la bouche de Erdogan aujourd'hui, appelant à boycotter les produits français. Le nouveau sultan, là, à quoi joue-t-il? Moi, je vous pose la question, à quoi joue Erdogan aujourd'hui? Est-ce que là, il n'est pas en train de récupérer à des fins politiques l'islam pour devenir et s'égirer en tant que grand responsable moufti des musulmans à travers le monde? Je peux répondre? Non, mais moi, Erdogan est malin et très intelligent dans la manière dont il a fait les choses. Lui, dans sa tête, il a trouvé l'opportunité de le faire. C'est de dire, je vais prendre le monopole de cette on va dire, cette islamophobie qui est constante en France pour montrer le soutien aux musulmans de France. Et donc, au lieu que ça soit un pays arabe qui le fasse et d'une manière plus intelligente et plus fine, c'est malheureusement Erdogan qui a pris le dessus et qui essaie de se montrer comme un leader. Donc il a trouvé l'opportunité. Et Nasser en même temps. Il est bourré de contradictions. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Non, il n'y a aucune contradiction, Christophe. Il n'y a aucune contradiction. Alors, attends, bouge pas. Ce même leader dont on parle, Erdogan, rappelons quand même. A des contrats avec Israël, etc. Bien sûr. Non, même pas avec Israël. Tu vois, je parle même pas d'Israël. De l'OTAN, il va pas. Il a soutenu les terroristes en Syrie. Il a envoyé des terroristes récupérés en Syrie par avion. Les preuves sont là en Libye, parce que monsieur a des intérêts à défendre. Excusez-moi, entre dernièrement en Azerbaïdjan, les musulmans d'un pays comme la France et le fait de soutenir des terroristes, il y a quelque chose qui me pose problème, Sofiane, par exemple. La perception, attends, Christophe, la perception d'Erdogan, c'est pas les terroristes, c'est les combattants pour la liberté. Je rappelle que ces mêmes combattants pour la liberté étaient appelés Freedom Fighters en Afghanistan et que tout l'Occident les soutenait contre les Russes. C'est une question de rapport de force et d'agenda politique. Erdogan, quand il traite M. Macron de déséquilibré mental, sans substance qu'il a dit, il le dit pas parce qu'il a envie de le dire la veille au lendemain. Ça fait des mois que M. Macron lui cherche des poux dans la tête. Il faut être honnête, hein, même si Erdogan a des visées hégémoniques, et on le voit qu'il les a avec les frères musulmans, il n'en demeure pas moins que ça fait des mois que Macron va le chercher partout. Un coup sur la Libye, il va l'emmerder. Un coup sur l'histoire de Chypre, un coup sur l'histoire de la mer Méditerranée occidentale, un coup maintenant il va dans son précaré quand même. Erdogan, il est chez lui quand il parle du Haut-Karabakh, du Nagorno-Karabakh, et quand il y a une occupation illégale, rappelons-le, les Azéris se défendent d'une occupation illégale j'ai plus le nom d'Azdavour, comment il s'appelle Arménie. Les Arméniens occupent illégalement et militairement une enclave en plein territoire azéri. C'est lié à l'histoire puisque c'est malheureusement le communisme et c'est Staline qui les a mis là-dedans pour foutre la pagaille. Staline savait très bien ce qu'il faisait. En 91, la libération du bloc soviétique et c'est le début de la guerre. Ça dure quand même 3 ans. Il y a quand même beaucoup de morts, je crois, c'est 20 ou 30 000 morts. Eh bien, quand Erdogan va soutenir ses frères, parce qu'il les considère comme des frères ethniquement parlant, de l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a des ethnies qui sont turco-mongols là-bas aussi, quand il les soutient, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il est chez lui. Et les Français le cherchent. Pourquoi ils vont le chercher là-bas? Pourquoi ils vont voter une loi au Parlement français pour dire on soutient l'Arménie? Il a beau jeu de le faire, Erdogan. Donc, il n'est pas fou. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc, et Erdogan c'est pas Erdogan qui a laissé pendant plusieurs années les frontières ouvertes pour que les terroristes transisent par son pays. Bien sûr, avec le soutien de monsieur... Pour aller en Syrie. Avec le soutien de monsieur Fabius, rappelons-le. C'est lui qui a ouvert les frontières françaises pour qu'ils aient en Turquie. Le corridor, il est connu. Hein. Fabius disait, à l'époque, Al-Nosra fait du bon boulot. Pourquoi il le disait? Oui, absolument. Ah oui, absolument. donc tu as raison. Là, ça les arrangeait bien à ce moment-là. Ça n'enlève pas la responsabilité de la France et du gouvernement français de l'époque, évidemment. La co-responsabilité. Et là, on parle de Erdogan. Mais bien sûr. Erdogan. Ah oui?
Sofiane. On t'attend. Non, j'entends. J'ai un petit retard, c'est pour ça. Ok. Le truc, moi, ce que je voulais dire, moi, je partage ce que vous venez de dire, mais en même temps, là, on était en train de parler politique, on n'était pas en train de parler religion. Et là, encore une fois, pour dire que quand on instrumentalise la religion pour des problèmes politiques, c'est très complexe. Nous, en tant que citoyens de ce pays, nous devons être vigilants. Quand tu me dis, Christophe, qu'est-ce que tu en penses du discours de Erdogan? Erdogan, il fait de la politique. Erdogan, il est en train de rendre de la monnaie, de la pièce de Macron ou des gouvernements qui l'ont précédé. Rappelez que la France, elle a voté une loi pour le génocide arménien de 1915. Exactement. La France, elle ne rate pas une occasion pour rappeler la persécution des Kurdes et de s'ingérer dans les affaires internes de la Turquie. Là, il est en train de rendre la monnaie en parlant, en se positionnant comme le porte-parole. En même temps, il évite la crise économique, il dévie l'opinion publique turque de la crise économique que vit la Turquie et la livre turque aujourd'hui. Il est en train de faire de la politique. Moi, mon discours, il est destiné aux compatriotes français de dire faire attention à être instrumentalisé et être embarqué dans des agendas occultes et que personne n'en sait la finalité. Moi, c'est ce que j'essaye de dire en vérité, d'être critique vis-à-vis du discours islamiste, islamophobe en vérité ici en France de certains concitoyens ou de certains politiques, et en même temps de ne pas être l'idiot utile de dirigeants étrangers qui veulent s'ingérer dans les affaires internes de notre pays. Absolument, je suis d'accord. C'est ce que j'essaie de dire. Clair, mon Sofiane. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bonne journée à vous. Ce fut un plaisir. 01 40 33 9000 les amis pour venir prendre place dans ce débat très chaud évidemment. Ici, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a que les échanges d'opinions. On n'est pas à l'abri de changer d'avis. Voilà, argument contre argument, les amis. C'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, clairement, est-ce que le gouvernement français, c'est la question qu'on vous pose, doit réagir fortement face à ces insultes ou ces accusations quand même gravissimes de la part d'un dirigeant étranger qui est Erdogan, remettant en cause la santé mentale de Macron? Vous êtes 48% à dire oui, qu'il doit réagir fortement. Gamal, est-ce que le gouvernement français, est-ce que Macron doit réagir et de quelle manière? Macron devrait retirer ses troupes de Libye pour commencer, parce que les troupes fantômes de Libye, on les connaît, on connaît que les morts, on n'a pas les troupes actives. Il devrait retirer ses troupes de Libye, de Syrie, d'Irak dans son influence. Il devrait commencer à rapatrier ses forces du Mali. Il devrait commencer un petit peu à revenir, concentrer ses efforts sur les problèmes sanitaires en France, et à ce moment-là, il pourra peut-être donner des leçons à Erdogan, qui fait la même chose. Je ne suis pas pro Erdogan ni contre, je me contente de dire que chacun joue sa petite partition, et puis pour finir, il y a une chose quand même qu'il ne faut pas perdre de vue. Je suis désolé, ils ont beau faire de petites batailles de récréation, ce sont des alliés stratégiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Erdogan est le fer de lance de l'OTAN dans la région. Erdogan est un véritable allié de l'Occident, quoi qu'on en dise. Même si sur les questions religieuses, il est en bisbille, parce qu'évidemment, il y a un problème. Mais au-delà des questions religieuses, il a besoin d'exister parce que ce qu'on a appelé à l'époque l'homme malade de l'Europe, qui était la Turquie, qu'on a démembré, il faut le rappeler aussi, la Turquie veut redevenir ce qu'elle a été. Elle veut redevenir une grande nation. Elle est devenue une puissance économique considérable. Elle fabrique tout maintenant, ses armes, ses voitures, et elle veut devenir une puissance régionale, au-delà de la puissance régionale perse ou iranienne, comme on l'appelle, qui était déjà une puissance qui montait. Donc pourquoi Erdogan fait ce qu'il fait? C'est parce qu'il a besoin d'avoir une alliance au-delà de son carré turc, de son ethnie turque. Il veut toucher le monde arabe. Il n'a pas réussi à le toucher. Autre argument, Gamal Nasser. Erdogan vis-à-vis d'Israël, qui a des mots forts vis-à-vis d'Israël, et pourtant... les relations sont au beau fixe. Les échanges sont extraordinaires. C'est des mots mais il y a une explication. Les gens ne comprennent pas le rapport Turquie, je l'ai déjà dit une fois. Turquie, Israël. Les Turco-Mongols qu'on a appelés les Khazars, les convertis, donc qui sont devenus juifs et qui ont vécu en Europe, sont d'origine turque. Il faut savoir qu'il y a même des membres du gouvernement israélien dont d'autres membres de leur famille sont de l'autre côté musulmanes. Donc il y a un véritable lien organique et ethnique entre les Turcs et Israël. Et c'est la raison pour laquelle la Turquie ne peut pas rompre, parce que c'est une façon un petit peu de rompre avec les siens. C'est ça qui explique le rapport d'Erdogan avec Israël. On va accueillir Daoud, qui est lui turc d'ailleurs, c'est très intéressant de l'avoir avec nous, de Roi et Malmaison. Bonjour Daoud. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Daoud. Franco-turc avant tout. Il y a pas de problème. Donc avant toute chose, on voit comme d'habitude Sofiane contre son antipathie envers Erdogan. Non, il a été gentil aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a contre Erdogan, mais bon, c'est son avis, son choix. Donc, premièrement, il n'y a aucune ingérence. Il donne son avis contre des caricatures horribles. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il porte la parole à personne. Lui, ce qu'il dit, c'est sa ligne, c'est tout. Pour lui, il y a une liberté d'expression, mais la liberté s'arrête là où
la liberté de l'autre à sa frontière. Ça, c'est deuxièmement. Donc après, on voit la frustration de Sofiane encore, qui, je sais pas... C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, il a le droit d'avoir un avis différent. Comment ? C'est la liberté d'expression, il a le droit d'avoir un avis différent, mais allez-y. Non, mais il peut avoir son avis différent, il n'y a pas de problème, mais quand quelqu'un, en ce moment où personne se dit musulman ou a peur de défendre l'islam, et qu'un gouvernement fort comme la Turquie défend le droit, défend l'islam en quelque sorte, entre guillemets. Plutôt la communauté musulmane française. Et comment dire, et remet en place M. Macron, donc on doit le soutenir indirectement. Mais là, je vois quoi ? Aucun soutien. Là, on est en train de dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit condamner les paroles d'Erdogan sur la santé mentale ? Mais par contre, quand Macron, un mois avant en Libye, insulte le président Erdogan de criminel, c'est pas mal ça. Sans preuve, là, personne dit quelque chose. Là, je vous rejoins sur un point. J'ai entendu Bokel hier débattre avec une amie à moi qui a un média turc qui s'appelle Rédaction, que je salue d'ailleurs, Oznur. Et il a osé dire qu'Erdogan est quelqu'un de grossier, ce qui est quand même pas mal comme mensonge, alors qu'il disait que Poutine est quelqu'un qui n'est pas grossier. Sauf que Poutine, quand il insulte, quand il humilie Sarkozy, c'est extrêmement violent. Et quand il parle des Tchétchènes, il est extrêmement grossier. Donc il fait des choix. Effectivement, Erdogan a le droit de s'exprimer comme il le fait. Et il a beau jeu de le faire parce que ça fait quand même des années que la France lui cherche des poux. Voilà, c'est ce que je voulais rapporter, et puis voilà. Daoud, je te trouve dur avec Sofiane, parce que moi j'ai été beaucoup plus dur vis-à-vis d'Erdogan que Sofiane. Mais mes paroles vont à toi aussi. D'accord. Tu me ça rassure. Excuse-moi, moi je trouve que Erdogan, celui que tu défends, est bourré de contradictions, mon Daoud. Pardon de te le dire. Exemple, il est bourré de contradictions et il utilise il n'est pas bourré de justement à des fins politiques pour être de nouveau sultan du monde musulman. Excuse-moi. Non, mais là, et on doit pas se laisser prendre au piège, c'est tout. Là, en fait, tu utilises la rhétorique des médias français, le sultan. Non, mais pas du tout, j'utilise aucune rhétorique. Moi, j'ai pas besoin des médias français pour penser et pour me dire comment je dois penser. Erdogan, excuse-moi, je lui en veux toujours par rapport à ce qu'il a fait. J'irai le califat. Il va être le califat, c'est ça. Il a été élu 8 fois démocratiquement. Non, parle pas de ça, mais M. Erdogan a vraiment des visées califales. Il l'a dit lui-même, c'est pas nous qui le disons. Il a dit si ça continue devant Israël, je vais rétablir le califat. Donc il le dit, c'est un effet de manche, mais il le pense. Bon, c'est votre Non, c'est ce qu'il a dit. C'est ton avis, mon Daoud. Et on n'est pas moi, je suis pas à l'abri de changer d'avis. Non, mais il n'y a pas de problème. On voit des bons arguments pour l'instant. Voilà, je te dis honnêtement. Je vais vous dire quelque chose. On voit la frustration de la population arabe envers leur gouvernement. Bien sûr. Et comme ils n'arrivent pas à s'en prendre à leur gouvernement, ils s'en prennent à d'autres. Non, c'est pas du tout ça. Non, sincèrement, Daoud, on va être très clair sur un point. L'Algérie, par exemple, je suis algérien. L'Algérie, je dis algérien parce que je suis d'abord algérien. L'Algérie a des relations excellentes avec la Turquie pour des raisons historiques évidentes. L'Algérie n'a aucun problème avec la Turquie parce qu'ils ne sont pas en concurrence, ils sont en collaboration intelligente. Je dirais même qu'il y a une coopération stratégique. Oui, absolument. Mais ils ont fait... C'est extraordinaire ce que les Turcs ont apporté à l'Algérie, on ne discute pas. La Turquie est un modèle parce qu'ils ont réussi en moins de 20 ans à développer le pays, à en faire une grande puissance économique. Et la Turquie est un modèle parce qu'il y a, il faut le reconnaître, il faut donner au crédit de l'AKP de le mettre, ils ont développé une tolérance en Turquie extraordinaire, ils ont même amené la paix, et c'était pas évident, face à l'AKP. D'accord ? C'est Erdogan qui a proposé la paix. C'est pas les militaires qui étaient avant qui faisaient que la guerre. Donc ça, c'est des réalités. Après, il faut pas perdre de vue. Erdogan est un homme intelligent, c'est un homme qui sait que son pays devient une puissance, et il a des visées hégémoniques qu'on voit depuis son attaque de la Syrie. Il y a participé. Sans doute. La Libye. Mais c'est logique. Il est puissant. Quand on est puissant, tout de suite, on a envie de faire plus. Après, il y a aussi un passé turc qui est très glorieux. La Sublime Porte, c'était pas rien la Turquie. Quand même 1000 ans de civilisation où ils dominaient le monde. Ça, c'est quelque chose que les Turcs ne perdent pas de vue. Et je suis d'accord sur un point. Les Arabes aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de la Turquie. Là, je vous rejoins totalement. Non, mais tes propos, Gamal, quand tu parles, mode c'est nuancé, je comprends. Des fois, je suis d'accord. Mais quand c'est Sofiane ou Christophe, c'est d'un sens. Mais pourquoi on trouve pas une chose de bien sur Erdogan? C'est où les fanfarons, où il est il fanfaronne Erdogan, pardon, il arrête pas de fanfaronner. Un coup je te mets 2 pieds en avant, un coup je recule 3 pieds en arrière, c'est ça Erdogan. Ouais, Christophe, et j'aimerais bien que tu ramènes les preuves comme quoi on a déplacé des terroristes de la Syrie envers la Libye. Alors là, sans problème. Bon, on peut t'envoyer les vidéos sans problème. Ouais, des vidéos, mais moi je veux des preuves, parce que c'est des vidéos comme... Ouais, mais il y a des preuves, mon ami, il y a des preuves, il faut juste s'informer, et puis être ouvert justement
à la critique, il n'y a aucun problème, mon Daoud. Je veux dire, Après, faut être honnête avec Daoud, Christophe. Ce que tu appelles des preuves, peut-être de la propagande aussi. Il faut le reconnaître. Il faut dire qu'on n'a pas des preuves. C'est possible, tout est possible. Arrêtez, les gars. On sait très bien. Que fait Erdogan en Libye alors? Expliquez-moi. En Libye, il a perdu. Attends, Gamal, laisse-moi parler. Je vais répondre sur ça. En Libye, il a perdu. On est d'accord. Absolument. Non, il a pas perdu. Tout comme les Français d'ailleurs. Ah si, il a perdu. Il a soutenu. Écoute, Sarraj. Je vais dire en qui a quelques été mots. complètement mis en minorité. Haftar, il était à une semaine de Tripoli. Haftar, c'est le traître. Sarraj, il envoie 6 lettres à l'Angleterre, à la France, à tous les pays. Le seul pays qui répond, c'est qui? La Turquie. On envoie nos drones, on change la donne. Là, il y a quoi? Il y a un traité de paix. Tu aurais voulu quoi? Un Haftar ou... Moi, je préfère largement. Je suis contre Haftar. C'est vrai. Bon, Daoud, j'aurais aimé poursuivre cette discussion parce qu'elle est intéressante. Et encore une fois, chacun a son avis. Mais Erdogan, aussi puissant qu'il l'est, on ne doit pas, nous, ici en France, se laisser instrumentaliser par Erdogan ou quiconque. Ou l'Arabie, surtout l'Arabie, c'est les pires. Parce que l'Arabie, c'est un tout exemple. Parce que c'est les ratés totaux, ils n'ont rien fait. Bon, merci en tout cas, mon Daoud, je t'embrasse. Merci à vous. Merci. T'es sécure, comme on dit. Merci. T'es sécure, ça veut dire quoi? Traduisez les gars. Je te suis et continue comme ça. Ça veut dire merci, t'es sécure. Ah, t'es sécure, ça veut dire merci, d'accord, merci. Ciao. Voilà, c'est bien ça, Daoud, je dis pas de bêtises. Il est parti. Ah, mince. Daoud. Il est parti. Très bien. Allez, dans un instant, un petit quiz actu. Les enfants, ce fut très animé aujourd'hui, donc il faut bien un petit quiz actu, histoire de bien terminer, pour savoir si Gamal Amina et Nasser Lajini sont toujours là et on place dans un instant le LGF sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Reste évidemment en antenne. On est d'accord, les amis. C'est le grand forum en direct avec nous, Gamal Amina, avec Nasser Lajini et vous, chers amis auditeurs. Le débat fut houleux aujourd'hui, mais ô combien intéressant, parce que visiblement le temps est aussi venu de se parler franchement, de se dire les choses. Et encore une fois, il n'y a pas d'avis absolu. Voilà, que je réitère à notre ami Daoud, que j'aime beaucoup et que j'embrasse à nouveau. Je serai tout à fait prêt avec mes chroniqueurs à débattre aussi avec lui sur Erdogan, qui, il faut bien l'avouer, est quand même quelqu'un d'extrêmement puissant aujourd'hui. C'est pas ça dont on remet en cause, mais bien autre chose. Alors pour finir, messieurs, un petit quiz actu. Je salue mon ami Medjahed qui est là, d'ailleurs, s'il veut jouer avec nous, Nabil, tout le monde se joint pour répondre à mes quelques petites questions en rapport avec l'actualité. Medjahed va prendre place pour répondre aux questions, au milieu. Voilà, il arrive. Mettre en place, mon Medjahed. Voilà, il arrive, il est bien, voilà. Notre Medjahed qui va bientôt être confiné. Voilà, il va prendre le casque. Voilà. On va lui mettre le micro, il est bien, voilà ce beau gosse. Voilà. Allez. Ah, oh là. Le casque part en vrille, mais c'est pas grave. Bonjour Christophe. Salut Medjahed, tu n'as pas peur d'être confiné, tout va bien? J'avoue, j'ai pas envie d'être confiné. Hein. Mais bon, écoute, on fera... Les amis, on perd pas de temps. Ok. Le 24 octobre, quelle était la ville d'Europe la plus contaminée au Covid-19? Elle n'est pas en France. En Italie. L'Italie, Naples. Palem. Elle n'est pas en Italie. Ah bon? L'Espagne. Madrid. Ouais. Non, elle n'est pas en Espagne. Barcelone. Lisbonne. Londres. Elle est en Belgique. Ah, Bruxelles. Non, c'est pas Bruxelles. Charleroi, Anvers. Molenbeek. Liège. Liège est une bonne réponse. Molenbeek. Liège en Belgique. C'était en tout cas le 24 octobre, donc c'était samedi, pour être tout à fait précis. Quelle compagnie aérienne entend relancer ses vols vers le Maroc pour cet hiver, pour son programme d'hiver, avec déjà 58 vols de programmés? ASL Airlines, non? Non, Royal Maroc. TuiFly. Air France. Royal Maroc. TuiFly. Air France. La RAM. Non. Ryanair. Ah, c'est l'autre. Arabia. Bien joué. Air Arabia, c'est ça? Non, c'est Ryanair. Ah, Ryanair, ok. Bien joué. Dans quel pays du Maghreb une pétition a été lancée contre un député islamiste? Tunisie. Justifier effectivement l'assassinat de notre compatriote Samuel Paty. C'est en Tunisie. Ouais, évidemment, bonne réponse de Nasser Lajini. C'est minimum. Combien de personnes Merci. en France, combien de personnes en France hier ont été contaminées au Covid-19? 45 000, 200 ou 300. Oh la vache, 45 000. 43 000, ouais, 45 300 et des poussières. 52 000. Ah, 52 000, excuse-moi, c'était ça. Ouais. Peut-être, bravo. C'est ça, j'ai confondu avec Sandy. Bien joué, Non, c'est bien, mais Encore qu'il faudrait, il va falloir qu'on fasse un débat et je vais inviter
un monsieur qui est vraiment très intéressant sur le sujet, monsieur Perron, qui est chef des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, qui dénonce la fiabilité des tests PCR qui sont une véritable catastrophe. On rentrera dans le point technique, mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été testées positifs alors qu'ils ne l'étaient pas. Et il y a même d'ailleurs, il l'a dit, c'est pas moi qui le dis, il l'a dit chez le confrère de Sud Radio, ils ont envoyé des tests PCR non utilisés et ils se sont avérés positifs. Ouais, j'en ai entendu parler. Ah, les faux positifs, alors c'est chaud. La ministre de la Culture, qui est, vous le savez, Madame Bachelot, était hier dans quelle ville de France pour rassurer les acteurs du spectacle? Marseille, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne. Limoges, Bordeaux, bien. Bordeaux. Quand tu l'as fait Et enfin, quelle maladie est devenue la première cause de mortalité